Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de dialogue, d'échange et de partage. 2h30 de direct chaque soir sur Europe 1 pour partager avec nous ce que vous vivez, ce que vous ressentez et pour débattre peut-être autour de sujets qui vous concernent. Deux voix familières qui vous accueillent au 39 21, celle d'Amandine et de Paul. Et c'est Andreas Papazian qui est aux manettes de l'émission ce soir. 39 21, la ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. On n'attend plus que vous et vos messages sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission et également par SMS au 7 39 21 en commençant bien votre message par le mot nuit. Europe 1. Caroline Dublanche. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je vous remercie de me prendre en ligne. Vous êtes la bienvenue. Je vous remercie beaucoup. Cette émission est là pour vous, merci. Merci. Le son est pas génial. En revanche, c'est un portable, c'est un fixe que vous avez. Non, c'est un fixe. Je vais essayer de parler plus fort. Oui, peut-être un peu plus près, tout simplement, effectivement. Oui, ça va mieux. Je vous remercie, Hélène. Alors, vous m'appelez parce que vous posez beaucoup de questions sur votre couple actuellement, je crois. Oui, bien sûr. Je développe. Oui. Alors ça fait beaucoup de temps que je me pose des questions, puisque j'ai déjà commencé à en parler, à voir un ou deux psy depuis des années, parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas dans ma relation, c'est-à-dire que je me sentais constamment culpabilisée, tout était de ma faute, donc c'était très très dur à vivre pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai des collègues au boulot qui m'ont crié dessus, qui m'ont très mal parlé. Et cette fois-ci, ça a été un peu comme un électrochoc. Ça a été pourquoi j'en arrive là? Pourquoi les gens croient-ils qu'ils peuvent me crier dessus et mal me parler? Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous vous êtes remise en question, vous voulez dire, à ce point-là? Moi, tout le temps. Depuis le début, je suis quelqu'un qui se remet en question tout le temps. C'est bien de pouvoir d'avoir cette capacité à se remettre en question, mais peut-être là trop en l'occurrence, parce que ça veut pas dire, voyez pourquoi, enfin, que vous prêtez le flanc forcément à ça. Dans votre couple, en tout cas, je ne sais pas au travail, mais dans votre couple, ça n'a pas toujours été comme ça. Je vois que vous êtes en couple depuis 10 ans. Et enfin, votre compagnon ne vous culpabilisait pas à cette époque-là. C'est simplement que depuis 3 ans, il ne va pas bien. Alors la question que je me pose, oui. Là j'avoue que j'ai un petit problème. J'ai un problème d'une part à gérer ça. Oui. C'est que je me demande, j'ai écrit la question, comment j'ai fait, en fait, peut-être qu'il a toujours été comme ça et j'ai rien vu. Et là je sais pas comment on fait pour rien voir. Si vous voulez. Alors on va en parler un petit peu, Hélène, parce que là j'ai pas suffisamment d'informations déjà pour vous répondre. Donc moi ce que j'ai comme information, ça va aller, détendez, je vous sens extrêmement tendue là. Vous voyez, on en discute tranquillement. Voilà, c'est un peu un échange à bâton rompu. Je ne sais plus à qui j'ai affaire en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a changé de comportement vis-à-vis de vous. J'ai rencontré quelqu'un il y a 10 ans, je pense, qui travaillait, qui était inséré dans la société. Oui. Qui me disait que c'était hors de question qu'il soit avec une femme qui ne travaille pas, etc. Donc, il avait divorcé 2 ans auparavant, il avait 2 enfants d'une précédente union. Oui. Et donc, on s'est mis ensemble. Bon, moi, j'avais à peu près 34 ans. J'ai complètement, ça a été le coup de foudre, j'ai complètement lâché, c'était l'homme de ma vie, je tombais passionnément amoureuse, etc. Et quand je suis tombée enceinte, petit à petit, il a commencé à changer un petit peu.
Et je dirais que j'ai vécu une relation de plus en plus difficile, où je l'ai trouvé de plus en plus odieux. Donc je suis tombée enceinte en 2010, je le connaissais depuis 3 ans. Et en fait, un jour, quand ma fille avait 3 mois, je me souviens, je la tenais dans mes bras, je l'ai regardée. Et en le regardant, je me suis dit, mais je me suis trompée. Mais pourquoi à ce moment-là, pendant votre grossesse, il a été odieux avec vous, me dites-vous? Il commençait, oui, à crier, à surprotéger ses enfants, en fait. Oui. Et à devenir presque agressif vis-à-vis de moi, à tout mal interpréter. Et il y a eu un moment, quand ma fille était petite, quelque part, elle et moi, je me sentais vraiment mise de côté. Et par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai allaité ma fille très 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 longtemps. Mais par exemple, une fois, elle avait fait un tas de lasagne et il trouvait que son fils n'avait pas assez de lasagne, alors que moi, j'allaitais et tout. Il prenait dans mon plat et il servait son fils. Oui, mais vraiment, peut-être à travers ces comportements-là, sa nervosité, peut-être ça reflétait une anxiété par rapport à quand on forme ce qu'on appelle une famille recomposée. On peut craindre, peut-être pour les enfants nés d'une première union, qu'ils se sentent un peu exclus, qu'ils aient du mal à trouver leur place face à ce bébé qui arrive, du nouveau couple que l'on forme. Donc peut-être qu'il n'avait pas l'attitude adaptée vis-à-vis de vous, et en tout cas il n'a pas su vous rassurer à ce moment-là, et c'est bien dommage. Mais peut-être que ça témoignait d'une anxiété un peu par rapport à ses enfants, non? C'est ce que je pense. Bon. Mais c'est ce que je pense. Puis il avait pas mal de stress dans son travail. Oui, en plus. Donc, il a fait un burn-out, je crois, c'est ça? Pardon? Il a fait un burn-out, votre compagnon? Alors, il est devenu de plus en plus colérique, Oui. de plus en plus sous pression. Parfois, c'est devenu... je ne savais plus comment lui parler. J'ai fait tous les efforts possibles. Et en fait, en 2014, Oui. à un moment, on a une grosse... moi, j'en pouvais plus de sa façon dont il me parlait. Un jour, j'ai craqué. Et quand j'ai craqué, je me suis mise à pleurer dans la salle de bain. Et pour me calmer, il a cassé le meuble de la salle de bain. Il a tout balancé par terre. Parce que moi, je pleurais, j'en pouvais plus. Et je lui ai demandé de me laisser tranquille. Suite à ça, il s'est mis en arrêt maladie. Et on devait aller en métropole en décembre-janvier, voir ses parents. Oui. Et là, il m'a annoncé qu'il prendrait sa mère à la maison. Que si ça ne me convenait pas, il me quittait. Mais au quotidien? Oui. Et il m'a dit ça parce que bien sûr, il savait que j'étais incapable de le quitter, que j'avais la peur de l'abandon, etc., comme disait ma fille. Oui, mais il n'a pas à vous l'imposer. Enfin, ça se discute quand même, parce que ça change singulièrement la vie de famille, d'avoir un parent chez soi. Oui, comme tout, on a toujours tout Donc imposé, il vous l'a imposé. Donc cette dame, aujourd'hui, votre belle-mère vit avec vous aujourd'hui? Oui. Et ça se passe... bref, ça s'est passé, je raconte très mal. Et en fait, en 2015, je suis rentrée après lui de vacances. Donc lui, il était en arrêt maladie, il n'a pas retourné travailler, il s'est fait suivre par un psychiatre, un burn-out, etc. Et quand je suis revenue en janvier, alors je me levais et je me suis rendu compte qu'il buvait autant de vin que moi du thé. Et en fait, je me suis rendu compte que il buvait énormément. Et c'est quelque chose que j'avais pas vu avant. Et donc j'en ai parlé à une infirmière, etc. J'ai pris rendez-vous chez un médecin addictologue. Pour lui? Vous avez pris rendez-vous pour lui? Et alors? C'est moi qui ai pris rendez-vous. Il y est allé? Non, c'est vous qui avez pris rendez-vous pour parler, pour lui, oui. avoir des conseils. Et là, je commençais déjà à pas le reconnaître, physiquement, il s'est fait aller, etc. Et en mars, il a pété les plombs, mais pour une histoire de sachet, il tapait partout, il est devenu même carrément violent, il m'a mis la trouille, mais vraiment. Et après, il a accepté de reconnaître qu'il avait un problème avec l'alcool. Il avait un autre médecin addictologue, il a suivi des soins, il s'est fait soigner, avec moi il s'est excusé. Il m'a demandé pardon, il en a pleuré, il avait dit qu'il avait mal fait, même avec ses enfants, etc. Il m'a demandé qu'on continue, qu'on réessaye. J'ai dit oui. Et après, il s'est fait licencier, inscrire au chômage. Il a tenté une préparation au concours, puis en fin d'année, il est redevenu complètement odieux. Et puis je recevais des textos, quand j'étais à mon travail en décembre, d'insultes. Je pouvais recevoir des textos, 70 textos
en une demi-heure, en trois quarts d'heure. J'étais complètement paniquée, j'étais en stress complet. Le matin, il faisait semblant de commencer à tout casser le frigo. Et alors, le midi, j'étais rentrée, je me suis dit c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, alors, où en êtes-vous avec lui? Alors, aujourd'hui, donc il y a eu l'année 2015 extrêmement difficile. Et puis l'année 2016. Donc là, j'ai rencontré dans cette année une autre psy. Vous, toujours pour vous ou par rapport à lui? Pour moi. Oui, mais c'est incroyable finalement. C'est vous qui faites la démarche. Non, mais c'est vous qui faites la démarche. Enfin, je ne sais pas s'il a continué, lui, de son côté. Vous me dites qu'il a vu un psychiatre, addictologue. Non, il a arrêté après. C'était juste pour se faire licencier dans le cadre de la médecine. D'accord. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Alors, c'est incroyable parce que c'est vous qui faites les démarches. C'est ce que vous dit votre psy. Bah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour pouvoir supporter, finalement, oui, c'est vous qui allez aux réunions des alcooliques anonymes, certes, mais jusqu'où allez-vous supporter tout ça face à quelqu'un qui, lui, ne bouge pas, semble-t-il, ou enfin s'enfonce, mais ne bouge pas. Vous ne supportez plus actuellement? En fait, le problème, c'est que donc, depuis ces 2 ou 3 ans, il est enfermé à la maison toute la journée. Il voit personne. Donc, il ne peut pas aller bien en faisant ça. Hein. Pardon? Il ne peut pas aller bien en faisant ça. Quel âge a-t-il, lui? Il a 50 ans, là. Oui, enfin, il ne peut pas aller bien en restant enfermé toute la journée à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il s'est lancé dans plein de projets. Alors, il a essayé de faire une formation pour passer un concours. Et finalement, au moment où il a été odieux, il a laissé tomber la formation. La psy m'avait prévenu qu'il ne passerait pas le concours. Oui. Et il s'est mis, si vous voulez, à faire des formations, des vidéos de coaching sur Internet, d'abord sur les tableaux de bord. Il a acheté une formation africaine sur les tableaux de bord. Oui, mais enfin ça, c'est un peu farfelu. Hein. Dans le contexte que vous décrivez, on le voit mal faire du coaching. Enfin, il faudrait déjà qu'il s'occupe de lui un peu. Hein. Il expliquait qu'il allait complètement tout révolutionner, etc. Donc il a fait 6 mois de formation, il a mis un argent fou. Tout ça pour rencontrer un expert comptable après, qui lui a dit que la comptabilité africaine et européenne n'était pas la même, et il s'est tombé. Il a fait des formations de vente, mais toujours des formations qui faisaient de vidéos sur Internet. Il tout seul, il regardait des films toute la journée, il prenait des notes. Voilà, donc il a fait une formation sur la vente, une formation sur le stress. Oui, il fait beaucoup de formations, mais ça n'aboutit pas à tout ça. Voilà. Et en fait, on se retrouve là, si vous voulez, dans un mois, il est en fin de droit. Et vous, maintenant que vous m'avez parlé de lui, vous avez un haut-parleur? Non, du tout. Mais je peux parler plus fort. Non, c'est pas ça. C'est votre téléphone qui est pas bon et il y a un écho terrible. Est-ce que... bon, vous avez décrit un peu... téléphone, hein, on peut me rappeler dessus si vous voulez. Mais... Oui, mais c'est compliqué en cours d'émission, vous voyez, parce que c'est... Il aurait fallu qu'on le sache avant, mais là, c'est un peu compliqué. Vous, dans tout ça, je trouve que ça fait des années que vous supportez... Que vous vous sacrifiez. Oui, vous avez ce sentiment-là. De vous sacrifier. Pourquoi, finalement? Même Pourquoi tout le monde me dit qu'il abuse de moi. Pourquoi vous vous sacrifiez alors? Pardon? Pour quelle raison vous sacrifiez-vous? C'est jamais bon de se sacrifier. Pour le sens de la famille, parce que je voulais que ma fille ait une famille. Oui. Donc, et comment ça se passe? Comment est-il avec sa fille? Quand je suis là, il est gentil. Mais quand je suis là, hein. Mais sinon, là, il est parti en fait en métropole. Il devait partir 15 jours, voir son père de 84 ans, qu'il n'a pas vu depuis 4 ans. Il a emmené ma fille, qui ne connaît pas son grand-père, elle a 7 ans. Et là-bas, il a reçu un appel aujourd'hui. Il a pété les plombs. Il s'est fâché avec eux, avec son père. Et il rentre plus tôt que prévu. Et j'ai appris qu'il s'était mis en colère, à tourner autour de la table, complètement surexcité dans tous les états, en disant qu'il avait besoin de personne, etc., etc. Et j'avoue que je suis vraiment inquiète, hein, parce que, moi, je suis pas étonnée, parce qu'il m'a fait ça plein de fois. J'ai pu constater qu'un mot pouvait le mettre dans des états pas possibles, où il se mettait à faire un monologue, à parler tout seul pendant des heures, à être très en colère, où il parlait de son père, de ci, de ça, de ce qui n'avait pas fonctionné. Et même, il m'a fait ça plein de fois, même plusieurs fois j'ai eu peur, hein. Une fois j'ai fait venir les flics, etc. Ça l'a calmé. Et j'avoue que je ne sais pas comment faire, parce que je sais très bien qu'il faut que je me sauve, que je ne peux pas rester là, hein, parce que moi, je veux dire, je vais laisser ma santé, je vais laisser ma pourquoi vous n'arrivez pas à le faire?
J'arrive. Je pense que j'ai une éducation un peu trop lourde en valeur. J'ai une mère toujours qui m'a culpabilisée très longtemps. On quitte pas son mari, on fait pas ci, on fait pas ça, et puis. Oui, mais enfin là, quand on est dans un tel niveau Ouais. de stress et de fatigue, et même par rapport à, vous dites, par rapport à cet idéal de famille, enfin c'est toujours un peu. C'est pas une bonne chose pour un enfant de voir des parents qui s'entendent aussi mal. Bon, là, cet homme, il va mal à l'évidence, mais vous pourriez, vous avez essayé d'ailleurs de faire des choses pour lui, essayer de lui dire il faudrait qu'il se fasse aider. Mais à partir du moment où il refuse toute aide, où il s'enferme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dépérir à ses côtés? Et par rapport à cet idéal de famille, il en prend un sérieux coup dans l'aile là avec ce que vous décrivez. Ah oui, Parce que c'est pas la famille rêvée. Alors ça existe pas les familles rêvées. Mais en tout cas, vous vous épuisez. Vous êtes très stressé. Vous en arrivez à vous déconsidérer au point de, je ne sais pas, vous avez eu un moment un souci au travail, des collègues qui vous parlaient mal. Ça peut arriver, vous savez. C'est pas forcément vous qui prêtez le flanc à tout ça, ou peut-être que vous êtes très fragile actuellement et vous pouvez pas lutter partout. Déjà, quand vous rentrez chez vous, vous êtes sur le qui-vive. C'est pas possible ça. Il n'y a aucun endroit où vous semblez souffler. Bien sûr. Que vous dit, puisque vous me parlez de votre psy, donc vous continuez votre suivi psychologique? Heureusement, oui, parce que sinon, je ne sais pas comment. Oui, sinon vous ne tiendriez pas. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, votre psy, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle me dit? Que pour que ma fille aille bien, il faut que j'aille bien. Oui. Qu'il faut que je pense à moi. Et en même temps, si vous voulez, ce qui me fait peur quand même, c'est que je le vois complètement s'enfoncer, c'est-à-dire tomber dans une certaine déchéance, quoi, parce qu'il est dans un monde où il est tout seul, quoi, où il se raconte des histoires, où il se raconte des films. Oui, parce que sa vie, il va mal, mais il se raconte, donc comme la réalité, il a plus de prise sur la réalité, il se réfugie dans un univers où encore il se fait croire que ça marche. Mais le problème, c'est finalement, vous parlez de culpabilité et c'est comme si aussi là vous vous sentiez peut-être coupable de laisser cet homme à un moment où il va si mal. Mais ça. Pourtant, je m'accroche. Ça fait 2 ans que je le soutiens. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le problème, c'est que vous avez essayé beaucoup de choses. Et vous n'êtes pas parti à la première difficulté venue. On sent que vous avez tenté de mettre en place quelque chose pour l'aider à sortir de tout ça. Vous avez tenu bon, vous avez gardé une stabilité, y compris sur le plan professionnel, à un moment où les revenus ne rentraient plus. Enfin, vous avez fait beaucoup, vous avez mis beaucoup de vous-même dans cette histoire, beaucoup d'énergie, face à quelqu'un qui malheureusement, pour le moment, a du mal à entendre, qui ne va pas bien et se réfugie et est dans une image très idéalisée de lui-même où il doit faire du coaching ou des formations. C'est pas à travers Internet qu'il va se soigner, même s'il va sur des séminaires où on parle de la lutte contre le stress. Enfin, il y a d'autres problèmes là en arrière-fond. Tant qu'il ne veut pas admettre ça, bon. Et vous ne pouvez pas, soit vous pouvez avoir un échange à ce moment-là avec lui en disant que la relation que vous vivez depuis quelque temps, vous ne la supportez plus en fait, qu'elle vous rend malade, qu'elle vous rend malheureuse, en tout cas, si c'est pas malade mais malheureuse. Et est-ce qu'il serait prêt à faire quelque chose, ou à ce moment-là, s'il n'est pas prêt, au moins à aller faire une démarche à 2, même si c'est lui qui aurait besoin d'aide? Alors, on a déjà fait une démarche à 2, on en a fait 2. Il a mis fin parce que le thérapeute de couple lui a parlé de ce qui faisait pas bien par rapport à la relation dans la famille recomposée, etc. Par rapport à la façon dont il gérait ses enfants, il ne manquait de respect, etc. Il a décidé de mettre fin parce qu'il ne voulait pas entendre des choses qui étaient, entre guillemets, où il pouvait avoir une responsabilité. Et il ne veut rien entendre. Et ma psy dit que c'est un pervers narcissique. Et qu'en fait, lui, il se sent bien quand je vais mal. Oui, c'est plus préoccupant, ça. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que il y a un déséquilibre massif dans la relation parce que vous culpabilisez à l'excès
à l'excès. Ouais. Bon, et lui, semble-t-il, a une grande difficulté à se remettre en question. Donc il impute toujours la faute à l'autre, en l'occurrence souvent à vous. Donc vous voyez bien que même par rapport à la famille, ce thérapeute de couple que vous aviez consulté tirait le signal d'alarme, parce que par rapport aux enfants, il y avait aussi des dysfonctionnements, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc vous, c'est aussi ce à quoi vous devriez penser, parce que vous avez un idéal de famille, vous vouloir que votre fille grandisse au sein d'une famille, bon, très bien. Mais vous savez, la famille, c'est pas toujours la panacée pour se construire. Quand ça fonctionne bien, très bien, mais ça peut être aussi assez destructeur parfois, quand on est dans des couples où il y a des dysfonctionnements aussi massifs. Bien sûr. De toute façon, j'ai demandé ma mutation. Hein. Je sais que je suis consciente qu'il faut plus que j'habite avec lui parce que ça va me détruire. Mais en même temps, si vous voulez, c'est le père de ma fille, quoi. J'ai l'impression qu'il verra sa fille. Il verra sa fille en dehors. Et peut-être que ça pourra provoquer aussi un déclic chez lui. Bien sûr que c'est le père de votre fille. Il ne s'agit pas de lui interdire de voir votre... Jamais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que professionnellement, bon, il a 50 ans, il n'a pas cherché de boulot, il est dans ses rêves, il n'a plus d'alloc. Voilà, donc il ne va plus avoir d'alloc. Et je le vois vraiment aller vers une situation quand même très catastrophique. Mais peut-être qu'il y a des gens, il faut qu'ils touchent un peu le fond hein, pour faire quelque chose, pour entreprendre. Là, vous lui assurez aussi une forme d'équilibre. Ouais. Malgré tout. Un semblant de vie familiale qui continue, des revenus qui rentrent. Vous voyez, donc, il peut se protéger de cette façon-là en disant il y a quelque chose qui continue. Si à un moment, la séparation en soi peut aussi provoquer un électrochoc pour lui. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez tant de mal, au fond, vous le sentez bien qu'il y a quelque chose d'assez nécessaire et vous n'y arrivez pas? Je sais pas. Est-ce que je sais pas, c'est peut-être. Vous avez toujours des sentiments pour cet homme? Vous aimez toujours cet homme? Je pense que quelque part j'ai toujours des sentiments. Mais si vous voulez, Oui, mais peut-être plus un attachement à ce que vous avez vécu ensemble, à l'homme qu'il était, qu'à celui qu'il est aujourd'hui, à ce que vous vivez aujourd'hui. Et peut-être certaines peurs que j'ai, peut-être parce qu'il me fait croire qu'il m'aime, peut-être, et que moi, je me raccroche à ça, à l'idée d'être aimée, voilà. S'il vous aime, il faudrait qu'il déjà un peu qu'il s'occupe de lui pour vous traiter moins mal. Parce qu'actuellement, il vous aime mal en tout cas, parce qu'il va mal. Mais si vous acceptez tout, c'est de son côté déjà que c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Au fond, il continue. Ou alors, bon, on tombe dans le schéma classique. Hein, il pleure, il demande à être pardonné. Et puis ça recommence, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Il a toujours ses problèmes d'alcool? Alors, il dit que non. Oui, lui, mais c'est pas ce que lui dit qui m'importe, c'est ce que vous constatez? Bon, il a toujours besoin de son apéro régulièrement. Hein. Quotidiennement. Oui, ça, il peut pas s'en passer. Hein. Il boit au moins une bière. Et puis la journée, vous n'êtes pas là. Ça, je peux pas le dire parce que je suis pas là, mais il a toujours besoin de quelque chose. Hein. Peut-être que je peux pas dire. Le problème, est-ce qu'il continue, lui, un peu à être suivi ailleurs que sur Internet, là, où il consulte des choses, des sites? Est-ce qu'il est suivi, lui? Est-ce qu'il est suivi? Oui. Non, du tout. Oui, je pense qu'il n'en a pas besoin. Bon, vous voyez. Alors, vous allez continuer comme ça longtemps? C'est-à-dire que c'est vous qui vous faites suivre, parce que vous le dites bien, sinon, et vous avez raison d'ailleurs, sinon vous n'auriez pas tenu. Ah oui, je prends des médicaments et tout, sinon je tiens pas. Hein. Vous prenez quoi comme médicaments? Des antidépresseurs? Ouais, depuis 1 an et demi. Et anti-stress aussi. Donc, vous prenez des médicaments, vous voyez un psy pour tenir face à cette situation qui vous rend malade, en fait. Oui, complètement. Et de toute façon, je vais vous dire, vous avez utilisé le terme de sacrifice. Vous savez, c'est pas vous parliez de famille de votre fille, en l'occurrence. Se sacrifier pour un enfant, c'est jamais une bonne chose. Hein. Je vais vous dire, non, mais parce que les enfants, en grandissant, ont une image, vont avoir déjà, votre fille risque d'avoir une image du couple quand même loin d'être positive, et en plus.
ça met se sacrifier pour ses enfants, c'est aussi les mettre eux en position de dette. C'est-à-dire que des parents, et notamment on entend des femmes, beaucoup, dont les enfants disent « bah oui, ma mère était malheureuse, elle était très malheureuse en couple, mais elle n'est pas partie parce qu'on était là ». Alors, il y a eu parfois des problèmes, évidemment, des femmes qui n'étaient pas indépendantes économiquement, et ça joue beaucoup. Mais vous avez cette indépendance économique. Et je veux dire, à un moment, vous faites porter aussi, sans le vouloir, bien évidemment, mais sur les épaules de votre fille, une lourde dette. Parce que c'est jamais bon de sentir, finalement, qu'un de ses parents reste dans une situation où il n'est pas heureux, mais en se disant, s'ils ne sont pas séparés, c'est parce qu'on était là. La réalité, souvent, est plus complexe que ça. Parce que même dans les couples qui vont mal, on voit qu'il y a une forme de dépendance qui peut s'installer. Oui, il y a une forme de dépendance, y compris chez vous. Où finalement, cet homme va mal, s'enfonce, et vous pensez peut-être pouvoir le tirer de là, simplement en restant auprès de lui, avec votre amour. Mais vous voyez bien que ça ne suffit pas. Moi, je me sens un peu responsable de lui. Et s'il lui arrivait... Mais c'est pas un enfant. Pardon ? C'est pas un enfant. Oui, c'est ce que m'a dit ma psy, que c'est pas un enfant. Et vous l'amenez à se comporter comme tel. Ça me fait penser un peu à ces jeunes ces jeunes adolescents ou jeunes adultes qui se réfugient derrière les jeux vidéo, qui parce que la réalité ne leur convient pas, vont s'échapper de plus en plus dans une réalité virtuelle. C'est ce que fait votre compagnon, qui s'imagine une autre vie via Internet. Je vais faire une formation de ci, je vais devenir ça. Bon, dans la réalité, il reste chez lui, il tourne en rond. Alors, je dis pas que c'est facile à 50 ans de se retrouver sans boulot et autres, mais pourquoi aussi en est-il arrivé là ? Enfin, il y avait un mal-être dans ce que vous me dites qui a démarré bien avant ce problème au travail et de burn-out. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Bien sûr. Enfin, une souffrance en tout cas. C'est là où je m'en veux. Mais non, mais vous endossez tout. Encore une fois, Hélène, c'est quand même incroyable ça. Vous n'avez pas vu, d'abord, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas sa psy, et en couple, évidemment, c'est normal de ne pas voir. Vous voyez que l'autre a un comportement qui change, mais on trouve des tas d'excuses, des tas de raisons, de la fatigue, on met ça sur le compte de la fatigue. Vous voyez, pourquoi vous vous sentez... C'est pas un enfant. Oui. Donc, et à partir du moment où... Je pense que finalement, votre culpabilité, inconsciemment, maintient les choses dans cet état. Vous acceptez des choses qui sont insupportables, et lui ne bouge pas. Donc il est temps quand même d'y réfléchir. Je sens bien que vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, soit d'avoir une discussion avec lui pour préparer et dire que cette situation, l'état, elle est inacceptable. Vous ne la supportez plus pour vous. Donc soit il bouge, soit il y a quelque chose qui ne pourra pas durer pour vous en tout cas, qui n'est pas une bonne chose. Je vous souhaite bon courage, Hélène. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. Alors si vous vous sentez un peu seul, un peu perdu face à une situation familiale, amoureuse ou professionnelle un peu compliquée, eh bien n'hésitez pas à appeler le 39 21 et avec l'aide des auditeurs qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, eh bien nous essaierons de vous aider à avancer. 39 21 pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et je vous invite également à réagir par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, votre message par le mot nuit, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Europe 1. Caroline Dublanche. Europe 1. Caroline Dublanche.
Vos réactions au témoignage d'Hélène, quelqu'un me dit « Je me soigne pour un burn-out depuis 3 ans avec antidépresseurs et congés longue durée, suivi psychologique également. Je commence à aller un peu mieux, mais j'ai dû balayer beaucoup de choses dans ma vie, y compris certains membres de ma famille. Mon mari m'aide également. » Et un autre message non signé qui dit « J'ai vécu une situation en beaucoup de points similaire à celle décrite par Hélène. Un jour, j'ai mis le marché en main, dans les mains de mon mari. Je lui ai donné 1 an pour mettre de l'ordre dans sa vie. Résultat, aucun. J'ai fini par le quitter. Il aurait fini par me détruire. » Et on accueille maintenant Valérie. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Vous êtes là ? Oui, j'entends qu'il y a quelqu'un derrière, mais ça ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Oui, Valérie, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de m'accepter. De vous accepter, c'est la moindre des choses, on vous accueille. D'écouter, de m'entendre. Voilà. Oui. C'est un peu compliqué. Voilà, je voudrais vous expliquer un tout petit peu mon souci. J'ai découvert une infidélité de la part de mon mari qui avait une double vie depuis au moins 23 ans. D'accord. Et on est mariés depuis, ça va faire 44 ans cette année. Alors, pardonnez-moi, il y a un petit souci, c'est pour ça que vous ne répondiez pas. Je vous appelais Valérie, en fait vous êtes Martine. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Alors, d'accord, c'est pour ça que je comprends mieux, je comprends mieux, et c'est pour ça que voilà, moi j'ai une petite inversion dans mes fiches sur mon écran, donc il fallait me le dire, il fallait me dire c'est pas Valérie, c'est Martine, voilà, et comme ça on va remettre les choses en place. Donc vous avez découvert ça comment ? Mais j'ai découvert ça tout à fait par hasard sur une facture de téléphone. Ah là là, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'une facture de téléphone, le numéro que vous ne connaissiez pas ? Oui. Vous épluchez quand même sacrément les factures de téléphone. Oui. Ah bon, vous faites ça à chaque fois ou vous aviez un peu des petits doutes ? J'avais des doutes, c'est-à-dire j'avais des doutes sans avoir des doutes. Je savais que mon mari, il était attiré par cette personne, qu'ils avaient beaucoup de, ils étaient assez fusionnels, mais j'ai pas pensé qu'ils avaient des relations, qu'ils étaient amants, parce que mon mari est toujours rentré, il n'était jamais, il était jamais, il rentrait coucher tous les jours. Oui, il ne s'absentait pas de façon inopinée. Absolument pas. Il s'absentait pas et rien. J'ai jamais vu. Mais il vous parlait de cette femme ou cette femme fait partie de votre environnement ? Vous la connaissez, non ? Je la connaissais. Enfin, je la connais. Vous la connaissez, d'accord. Je l'ai connue quand ils ont fait connaissance. C'était des collègues de travail que j'ai connus au début. Et puis, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et là, je m'en suis un peu mêlée. Et j'ai dit, il y a quelque chose entre vous. Bon, mon mari, non, il n'y a rien. Puis, un jour, je suis rentrée aussi à l'époque, donc il y a plus de 23 ans à l'époque, je sais pas, j'avais pris le téléphone en main et puis j'ai fait, je me rappelle plus, je crois que c'est le 31, puis on avait le numéro d'avant, quelqu'un avait téléphoné, savoir qui avait téléphoné, et déjà là, j'avais vu qu'il lui avait téléphoné, je connaissais son numéro, à l'époque, on se fréquentait. Et là, j'ai refait son numéro et j'ai appelé chez elle. J'ai dit, écoute, ça suffit, tu arrêtes avec mon mari et tout. Bon, elle m'a pas répondu quand je lui ai demandé que c'est elle, qui c'est. Elle m'a dit son prénom. Et puis je lui ai dit ce que j'avais à dire et j'ai raccroché. Mais dites-moi Martine, je me permets de vous interrompre parce que ce numéro donc revenait souvent sur cette facture de téléphone. Ah oui, c'est ça qui vous a mis. Ah oui, revenait tout le temps. Parce que en même temps, vous me dites que votre mari vous parlait de cette femme et disait même qu'il avait. Vous me parlez d'une relation fusionnelle entre eux.
Oui. Mais c'est ce numéro quand même, là, le fait qu'il revienne constamment, vous vous êtes dit, il y a anguille sous roche. Ben voilà. Alors, alors donc, je vous parlais du début, comment ça a commencé. Et donc, ce numéro, le jour où je lui ai téléphoné à cette brave dame, quelques jours après, mon mari dit la prochaine fois, tu fais attention sur qui tu tombes, tu es tombé sur sa fille. Alors là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai fait une grosse bêtise, j'aurais pas dû. Et à partir de ce jour-là, je ne lui ai plus jamais parlé de cette femme. On n'en a plus jamais reparlé. Mais je savais que il mangeait souvent avec elle, il sortait souvent manger à midi parce que il disait qu'il allait au restaurant, il se prenait une certaine somme tous les mois pour ses sorties, parce que normalement il mangeait à la cantine, et là il prenait quand même entre 200 € tous les mois pour manger dehors. Je me disais toujours, ça fait beaucoup. Oui. Mais c'était pour payer l'hôtel, et puis voilà. Oh là là. Mais dites-moi, vous avez appelé cette femme donc pour lui dire d'arrêter avec votre mari, mais c'est à votre mari qu'il faut parler avant toute chose. Mais je lui en avais parlé, mais à l'époque, il y avait... Mais alors, à l'époque, ça, c'était il y a 23 ans. Oui, mais ça, c'était il y a 23 ans, donc vous êtes passé... C'était il y a 23 ans, donc... Donc vous vous avez passé l'éponge, comme on dit un peu familièrement. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il y a quelques jours, quelques semaines, vous vous rendez compte qu'ils sont nouveau très liés. Et je me suis rendu compte, donc, l'année dernière, en août, j'ai découvert cette facture. C'était en août dernier, ça va faire un an. Voilà, presque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, donc, quand j'ai appris, j'étais même pas étonnée. Mais qu'il lui téléphone comme ça, j'étais même pas étonnée. Mais il y avait un autre numéro, donc c'est un numéro d'hôtel, et ce numéro-là, j'ai fait le numéro inversé sur mon pour voir ce que c'était. J'ai vu que c'était un hôtel. Alors là, tout s'est basculé, dans ma tête. Enfin, c'est devenu tout. Enfin, parce que je savais que... Vous n'aviez jamais envisagé cette hypothèse-là, qu'il pouvait être amant. C'est incroyable. Oui, ouais, vous vous protégiez bien. Je savais qu'ils étaient fusionnels, qu'ils étaient très amis. Oui. Et il n'y avait pas une petite voix, quand même, à l'intérieur de vous, qui vous disait qu'il y avait quelque chose dans cette relation d'un peu particulière? Oui, mais c'est sûrement... Vous ne vouliez pas voir? Peut-être, c'était compliqué. Oui. Ouais. C'est quelque chose... je suis allée voir une psychologue et tout. Là, j'ai fait un travail sur moi. Depuis l'été dernier? Oui. On a même fait une petite thérapie de couple. Ah bon? Oui. Il acceptait? Pourquoi vous lui avez proposé? Qu'est-ce que vous lui demandiez à votre mari pour qu'il vous rejoigne en thérapie? Mais parce que mon mari, le jour où je lui ai appris, quand je lui ai dit que je savais, il m'a tout de suite dit, écoute, c'est fini. J'arrête tout avec elle de toute façon. On n'a pas d'avenir. Elle veut pas. Elle lui a toujours dit que elle voulait pas se mettre avec lui, quoi. Oui, c'est agréable pour vous, hein. Ils n'ont pas d'avenir parce qu'elle ne veut pas. Mais si elle voulait, exactement. C'est quand même très désobligeant de vous dire ça. Donc, moi, encore la semaine dernière, j'ai eu une discussion avec un des frères de mon mari, et je lui en ai... Alors, mon beau-frère me dit comme ça, écoute, quand même, s'il est avec toi, c'est quand même qu'il t'aime et tout. Je lui dis, écoute, s'il est avec moi, c'est parce qu'elle est là, on n'a pas voulu, c'est tout. Vous avez ce sentiment-là aujourd'hui? Pardon? Vous avez ce sentiment-là aujourd'hui, qu'il serait avec vous parce qu'elle n'a pas voulu de lui? Oui. Que si c'était le cas, il serait parti? Ouais. Oui, mais ça c'est très pénible pour vous à vivre. Oui, c'est pour ça que je téléphone, un peu pour savoir. Je comprends pas qu'un couple puisse être 23 ans ensemble comme ça, comme eux deux ils en ont rien fait de ces 23 années. Alors soi-disant, elle a très très peur de son mari, c'est un dépressif. Non mais on s'en fiche, la limite d'elle, c'est pas le problème là dans l'histoire. Vous voyez, c'est incroyable parce que du coup elle prend une place terrible. Il vous raconte, je veux dire, on s'en fiche. Je vous bouscule un peu, mais c'est ce qu'il vous raconte lui. Il vous raconte que son mari lui fait peur et autres?
Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est la première chose qu'il m'a dit le fameux soir où je lui ai dit. Il m'a dit, il faut surtout pas qu'il la prenne parce qu'il a des armes à la maison. Il pourrait la tuer, même venir nous tuer jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est rassurant en plus. Oui, il ferait mieux de savoir où il met les pieds pour ne pas dire autre chose, cet homme-là. Franchement. Non, mais je trouve qu'il est quand même incroyable vis-à-vis de vous, d'aller vous dire tout de suite, déjà d'une part, non, ne t'inquiète pas, en gros, je peux rien faire avec elle parce qu'elle ne veut pas. Et après vous dire, tu sais, son mari est très jaloux, très très violent, il risque d'être violent. Enfin, c'est incroyable de vous. Du coup, vous êtes impliqué dans leur histoire, dans la vie de cette femme. Il vous ménage pas du tout, votre mari, je trouve. Ouais. Je sais pas si vous l'avez abordé ça en thérapie quand il est venu avec vous, mais. La thérapeute, elle l'a un peu envisagé. Elle lui a quand même fait comprendre que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et puis, maintenant, il dit qu'il a des regrets d'avoir fait ça pendant des années parce qu'il est adorable. J'allais vous demander comment est-il avec vous quand il est avec vous. C'est un amour. D'accord. Comme ça, vous voyez, actuellement... Oui, vous êtes heureuse avec lui, par ailleurs, s'il n'y avait pas... Par ailleurs, c'est un homme charmant, il est adorable, il ferait tout pour se faire pardonner. Il est vraiment... Donc, d'une certaine façon, il tient à vous. Même plus, enfin, il est attaché à vous. Vous avez parlé de double vie, Martine. C'est un peu de ça dont il s'agit finalement. Moi, j'appelle ça une double vie. Oui, vous pouvez, oui. Oui. J'appelle ça une double vie parce que tout ce que je vois autour de moi, c'est une histoire qui a commencé entre fin 93, début 94, alors qu'elle venait encore chez nous avec son mari manger. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ce qui est très dur pour vous. Déjà, c'est évidemment. Moi, je trouve que c'est très humiliant. Oui. J'ai subi une grande humiliation et j'ai vraiment et moi je suis très souvent mon mari est adorable avec moi, mais moi je suis très souvent méchante avec lui. Oui, ça se comprend. Dans le sens où agressive un peu agressive. Vous lui en voulez, c'est normal. C'est normal. Et comment il réagit d'ailleurs? Il ne réagit pas quand vous êtes j'aimerais bien le faire des fois, j'aimerais bien qu'il réagisse. Oui, mais je comprends. Qu'il me rassure, enfin... Il est incapable parce que je pense que lui-même est perdu. Rien que la semaine dernière, je l'ai un peu poussé comme ça. Je sais plus comment il m'a sorti ça. Il m'a dit, mais il essaye de l'oublier, que lui, ça lui fait mal aussi de l'avoir quitté, mais il fait tout pour continuer à avoir une vie agréable avec moi et tout. Et moi, j'ai du mal à accepter ça. Oui, vous sentez d'un côté, il va pas très bien parce que il a quand même décidé de ne plus la voir et que donc c'est compliqué. Mais d'une certaine façon, il choisit et il ne veut pas renoncer à votre couple. Parce que là, actuellement, apparemment, il se téléphone plus. Enfin, c'est rare qu'ils aient encore de temps en temps un petit mail. Ça a été professionnellement, soi-disant. Parce qu'ils travaillent toujours ensemble? Non, mon mari, on est retraités tous les deux maintenant. Bon, c'est une bonne chose, ça, au moins. Oui, c'est bien. Au moins, il n'est plus en contact professionnellement avec cette femme. Avec cette dame. Oui. Mais, comment dire, cette femme, il me l'a dit, parce que moi, je suis aussi allée la voir, elle, hein, et elle m'a dit, mais j'ai jamais dit à ton mari que je l'aimais, je lui ai jamais rien promis et tout. Et alors, il aurait fallu que vous la remerciiez pour ça? Elle m'a même dit t'es possessive et tout. J'ai dit écoute, en attendant, non, c'est incroyable ça. Ça c'est gonflé quand même. Il se trouve que c'est quand même votre mari. La première fois quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit écoute, je veux te parler. Alors elle m'a dit mais de quoi tu te mêles? On t'a jamais fait du mal. C'est quelque chose qui s'est passé entre lui et moi. T'es possessive et tout. Je lui ai dit écoute, ce soir je vais te voir à tel et tel endroit, sinon je suis devant chez toi. Et donc, elle est venue. Elle est venue à l'endroit où je lui ai donné pour parler, pour causer avec elle. Et c'est là où elle vous a dit, en gros... Elle lui a jamais dit qu'elle l'aimait. Et effectivement, après, j'en ai parlé avec mon mari, sans lui dire ce qu'elle m'avait dit. Et effectivement, il m'a dit que c'est vrai. Elle lui a jamais dit qu'elle l'aimait. Alors que lui, mon mari, ça, j'en suis
100% sûr, il était très amoureux d'elle. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que je sais qu'il aime cette femme. C'est dur pour vous d'accepter tout ça. Mais vous vous sentez aimé de lui également? Il fait tout. Oui. Mais... Oui, vous dites qu'avec vous, il est quand même, vous dites c'est un amour. Oh, bon. Oui. Mais il ne sait pas vous rassurer actuellement. Oui. Après, il m'a fait une belle lettre pour me conquérir, me déclarer sa flamme, plus ou moins. Quand même, d'accord. Ouais, oui. Qui souhaiterait sincèrement continuer notre vie ensemble, quoi. Qu'on a encore... il me dit, je ne regrette pas nos 43 ans de vie commune. Je crois sincèrement que nous avons eu de longues périodes de vrai bonheur. Même si les périodes de crise laissent souvent une impression plus forte, on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Oui. Oui, après, mais c'est quand même important qu'il vous dise ça. Enfin, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là par défaut. Je crois que c'est plus complexe que ça, votre situation. C'est très ambigu. Je crois qu'il vous aime aussi, qu'il est très attaché à vous. Et que là où vous vous faites souffrir, c'est vrai qu'il a été très maladroit en le formulant ainsi. Ça a été pris... Il s'est un peu défendu, pris sur le vif. Il croit vous rassurer en vous disant « Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, il ne se passera rien de son côté. Elle quittera pas son mari. » Donc, c'était une façon de vous rassurer, mais très maladroite. Mais dans les faits, je pense que c'est plus complexe que ça. Et que si... On ne sait pas, vous savez, quand bien même cette femme, d'ailleurs, qui se plaint de son mari, qui possède des armes et je ne sais quoi, après tout, elle non plus, elle le quitte pas. Elle se plaint de tout, de toute façon, oui. C'est une personne qui se plaint. Mais elle le quitte pas non plus. Non. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'il peut avoir, même si c'est un attachement, qu'il vous aime et qu'il peut être aussi amoureux de cette femme, mais différemment, certainement. Oui, différemment. Oui. En revanche, je trouve que vous avez sur le moment souhaité la rencontrer. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, moi, je vous déconseillerais de le faire à nouveau. Je trouve que c'est vous mettre c'est humiliant d'aller. Il faut pas aller discuter avec elle. Déjà, ça peut vous donner un sentiment d'apprendre des choses finalement, ouais. mais ça vous travaille. En négatif, il y a des paroles qui peuvent vous rester dans la tête. Faut pas aller la voir. Avec elle, c'était pour lui dire que pour moi, quand moi j'ai appris ça, pour moi c'était le divorce. C'était sûr que j'allais me séparer, je ne pouvais pas. Et j'ai dit, moi, si tu veux pas quitter ton mari, moi je peux faire le nécessaire pour que tu le quittes. Je vais aller le voir et puis voilà. Et non, mais il n'est pas question. Elle a jamais voulu faire sa vie avec Dominique. Il n'était jamais question. Et quand vous parlez de divorce, c'est du sien ou du vôtre? Mais du divorce de mon mari et moi. Oui. Est-ce que vous l'avez abordé, ça, avec votre mari? Le fait qu'à un moment... Oui, mais lui, pour lui, il n'en est pas question. C'est à ce moment-là qu'il a accepté alors d'aller voir un thérapeute avec vous? Oui. Quand vous étiez à ce moment-là, vous aviez envisagé. Aujourd'hui, presque, alors, donc vous aviez découvert tout ça en août dernier, à nouveau. On est mi-juin. Où est-ce que vous en êtes? Je trouve que j'avance pas beaucoup. Avancer à quel niveau, vous voulez dire? Vous trouvez que vous n'avancez pas? Moi, j'étais hantée, je les voyais ensemble. C'était quelque chose de terrible. Terrible, je les voyais, je me les imaginais ensemble. Enfin, ça va. Oui, vous êtes fait du mal. Ça va mieux, ça. Vous y pensez moins? J'y pense encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la douleur, elle est un tout petit peu moins, mais c'est encore très, très, très douloureux. Ah oui, je comprends. C'est là où c'est très pénible. J'ai énormément d'amour pour mon mari. Et en plus, j'ai même surpris une conversation qu'ils ont eue tous les deux ensemble. Donc, donc après ça, ils se sont toujours téléphonés. Un peu moins souvent, mais ils ont toujours téléphoné. Et j'ai surpris une conversation entre tous les deux où il lui dit « Oh, c'est compliqué, qu'est-ce que je suis obligée de lui raconter comme mensonge pour lui dire « Oh, c'était que du cul entre nous, gna gna, et tout ça. » Oui, enfin, vous n'êtes pas idiote non plus. Une relation qui dure depuis tant d'années, ça ne peut pas être qu'une relation sexuelle. Il faut qu'il arrête de vous prendre pour une imbécile.
Mais voilà. le problème, c'est est-ce que aujourd'hui vous souffrez encore, mais parce que est-ce que c'est tenable ça pour vous cette situation? C'est difficile, je sais pas où j'en suis. Si Il y moi, a de quoi, c'est normal. Hein. Ouais. Ça Après, remet beaucoup de choses en question. Ouais. Après, on a 43, Oui, 44 oui. ans de vie commune. Vous avez des on a enfants? 4 enfants, des petits-enfants peut-être? Des petits-enfants. Oui. C'est très compliqué. Et avec une vous, famille toujours très unie. Oui. On avait toujours tous les enfants qui venaient à la maison et tout. C'est quelque chose de terrible. on marque une petite pause et on vous retrouve dans quelques instants. D'accord. Europe 1. Caroline Dublanche. Martine, Oui. vous disiez finalement dans cette, ces 10 mois là passés ont été difficiles, où vous étiez un peu hanté par tout ce que vous avez appris, ces images que vous aviez en tête. Aujourd'hui, ça s'atténue un peu. Le quotidien avec votre mari, il est comment aujourd'hui? Mais comme moi je suis bien, Oui. Mon mari est adorable. On ne peut mieux faire que... Il est prévenant, il est attentionné vis-à-vis de vous. Vraiment, il ferait tout pour se faire pardonner. Oui, vous sentez adorable. Ça. Ce côté-là, il est vraiment, il est vraiment sympa. Il fait tout. Remarquez, il a aussi des raisons de le faire. Enfin, il a intérêt à le faire parce que lui, ça montre aussi qu'il tient à vous. Oui, je pense qu'il tient à vous et que c'est à lui de tout mettre en œuvre pour vraiment faire en sorte que après cette tempête là terrible que vous avez traversée, vous puissiez de nouveau investir cette relation, et parce que pour vous ça a été quand même une blessure sur un plan narcissique terrible là qui vous a infligé. Et il le sait tout ça, il n'est pas idiot, donc il s'en rend bien compte. Non, c'est loin d'être un idiot. C'est loin d'être un idiot. Après, il me dit, lui, il a fermé ce tiroir, pour lui, c'est fini. Bon, espérons que ce le soit. Et peut-être que là... Est-ce que ça, c'est possible qu'on puisse fermer un tiroir comme ça de 23 ans, qu'on était d'une femme, et puis... C'est ça que je me dis, non, mais c'est pas possible. Peut-être, ça se fait pas certainement sans mal, hein. Et il vaut mieux pas trop aller sur ce terrain-là non plus, parce que c'est compliqué pour vous d'entendre dire, même s'il est sincère, mais dire que c'est compliqué. Mais en même temps, il a peut-être eu tellement peur aussi, cette fois-ci, de vous perdre vous, parce que quand vous avez découvert tout ça en août dernier, à un moment, la question pour vous ne se posait pas. Ça a été tellement violent que vous avez imaginé le divorce. Vous l'avez pensé. Et je pense qu'il vous est senti déterminé à ce moment-là. Oui, et j'y pense souvent quand même encore. Je me dis... Oui, comme une possibilité que vous vous donnez, vous, un peu de reprendre la main. Je veux pas tout casser comme ça parce que... Non, mais vous pouvez... Je comprends que vous ayez ça en tête. C'est une possibilité dans cette impuissance-là, qui est la vôtre aussi, de vous dire, comme s'il y avait une porte de sortie honorable dans cette histoire. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il ne s'agit pas de vous faire du mal non plus. Vous avez suffisamment souffert, je trouve, dans l'histoire. Et vous avez, je trouve, bien fait de prendre du recul, de réfléchir, d'en parler avec votre mari, de voir... parce que sur le moment, ça peut être libérateur. On peut avoir le sentiment de dire, bon, voilà, je m'en vais, c'est insupportable. Mais sur le long terme, ça l'est pas nécessairement. Et finalement, c'est aussi donner beaucoup d'importance à cette histoire. Si, à un moment, cette histoire avait pris le pas, peut-être sur votre relation, vous savez, on trouve toujours un moyen de se séparer. Il ne l'a pas fait, il avait aussi ses raisons. Je pense qu'on est plus dans quelque chose d'une double vie. Où il a pu, je pense, c'est pas facile à entendre, mais je pense qu'il vous aime et qu'il est attaché à cette femme différemment, mais...
Parce que dans ces conversations que j'ai surprises, il lui dit aussi à un moment donné, je suis content que c'est cette double vie parce que c'était épuisant pour moi de devoir faire tout le temps attention à ce que je dis, à ce que je fasse et tout. Mais comment vous surprenez ces conversations ? Mais j'étais là, j'étais partie, je suis revenue et j'ai entendu cette conversation. Moi, j'étais dans les escaliers et puis lui causait avec elle. Vous en parlez après avec lui ? Ah oui, après j'en ai parlé. Alors c'est bien, parce que si vous entendez, autant ne pas garder ça pour vous, là, comme un poison, et autant dire, écoute... Et puis aussi lui faire comprendre maintenant, peut-être qu'il sente aussi quand même, mais peut-être qu'il le sait, que vous ne pourriez pas supporter une troisième fois. Ah, mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ça, c'est sûr. J'espère. Mais peut-être qu'avec l'âge, il va s'assagir un peu. C'est-à-dire, il dit quelque chose d'important aussi. Il y a, dans cette double vie qu'il menait, il y avait quelque chose d'épuisant. Ouais. Et peut-être que même, il renonce à quelque chose, mais qu'au fond, il peut y trouver... Je lui ai posé un jour la question, une certaine, pourquoi un certain apaisement. T'as toujours continué parce que cette femme, elle a acheté une maison, elle a acheté une maison en 2006, donc j'ai dit, tu voyais bien qu'il n'y avait pas rien à en tirer. Alors, là-dessus, il ne sait pas quoi me répondre. Mais c'est pas forcément ce qu'il souhaitait. Je trouve que vous faites du mal à aller dans ce sens-là. Alors, il m'a dit, mais tu m'as jamais arrêté. Ah oui, c'est intéressant ça. Il pense, votre mari, que vous saviez au fond et que vous faisiez... Il m'a dit, enfin, il me l'a pas dit, mais pendant notre truc, il a dit pour lui, c'était un accord tacite. Et vous l'avez vécu comment ? J'ai dit, là, j'ai explosé. Là, ça vous a horrifié. Oui. Oui, ça c'est une façon un peu de se déculpabiliser, de penser qu'il avait votre blanc-seing pour vivre cette histoire. Ouais. Mais parce que c'était d'autant plus compliqué pour vous, enfin je comprends mieux maintenant, de vous rendre compte de quelque chose, qu'il était dans la mesure où il était charmant avec vous, cet homme. Oui. Il n'a jamais été, vous ne l'avez jamais senti plus irritable, moins prévenant. Non, alors je vais vous dire quand même, je l'ai senti très distant les dernières années. C'était notre relation intime, c'était très très distant. Hein. C'était à compter sur une main par année. Hein. Ah oui. Et puis et puis je le sentais distant. J'ai encore fait une grosse formation juste avant ma retraite et je me rappelle, j'avais des euros et puis c'était un jour j'avais ces examens et puis j'étais vraiment paniquée devant ces euros et tout. Puis un des euros, le soir, je lui demande comme ça, à table, je me dis, mais il me pose même pas la question comment ça s'est passé, mon oral aujourd'hui. Et puis à la fin du repas, j'ai dit, mais écoute, tu me demandes même pas comment ça s'est passé. Alors il me dit, ah oui, c'est vrai, comment ça s'est passé. Oui. Oui, donc puis, il y avait des moments où il était un peu absorbé ailleurs. Des fois, je lui disais, j'ai dit, mais t'es là, t'es pas là. Je le sentais vraiment distant. Des fois, je sentais qu'il était ailleurs. Je lui disais, mais des fois, je lui disais, comme je lui dis, mais pourquoi tu rentres encore à la maison, t'as rien à dire. Mais toujours, il était toujours charmant. S'il fait la cuisine, il me demande ce que je veux manger. Vraiment adorable, vous voyez. Et sur le plan vous avez retrouvé une certaine intimité? Difficile. Moi, j'ai difficile. Du mal. C'est vous qui avez du mal aujourd'hui. Ouais. Lui serait plus désireux. Bon, parce que lui me dit de nouveau des mots d'amour, des trucs. Oui. Il manifeste son désir de nouveau. Voilà. Moi, je comprends que vous ayez du mal, mais en même temps, parce que vous lui en voulez. Donc il y a une partie de vous qui se refuse, mais en même temps, il y a un risque qui est un peu grand aussi de vous refuser. Trop, enfin de lui faire payer, même consciemment ou inconsciemment, de cette façon-là. C'est toujours un peu risqué. C'est-à-dire risqué pour moi ou pour lui? Risqué pour moi, qu'il repart de l'autre côté. J'ai envie de dire risqué pour vous et pour lui, pour votre couple.
Parce que je pense que vous avez eu très peur, vous avez été terriblement blessé dans cette histoire, mais je pense que votre mari n'est pas prêt à vous perdre non plus. Oui, vraiment, je pense que il veut pas casser. Non. Il veut pas casser ce. Mais en même temps, il me dit quand même, mais on est amis, on pourrait quand même, parce que moi je lui ai dit. En parlant de cette femme. Oui. On pourrait quand même quoi? Être amis. Non, là il faut que vous soyez très ferme, dire ça suffit maintenant. Là, je crois que parce que on vous sent, vous êtes à la fois blessé, mais on sent que vous intériorisez beaucoup les choses. Vous n'explosez pas, hein. Enfin, ou peut-être en privé, mais on sent que vous prenez beaucoup sur vous. Ah, énormément. Oui, peut-être trop. Et que, enfin, c'est votre personnalité, mais peut-être trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même, vous voyez, quand il essaie, je ne sais pas quand est-ce qu'il a essayé de vous dire, c'est une amie. On pourrait quand même rester amis, qu'il vous dise ça. Ça date de quand, ça? C'est quand Il y a pas tellement longtemps. Oui, mais ça c'est là, je suis désolée, mais pour vous, c'est inacceptable. Là, il faut, et je pense, là, il faudrait un peu vous montrer davantage, dire, vraiment, il faudrait lui dire, tu te fiches de moi ou quoi? Ouais, arrête. Déjà, c'est énorme que vous acceptiez, que vous passiez. Et je comprends parce que la solution envoyer tout balader n'est pas forcément la meilleure. Hein. Il faut penser à vous et pas vous faire davantage de mal. Vous avez suffisamment souffert dans cette histoire pour en plus vous infliger une séparation qu'au fond vous ne souhaitez pas. Mais maintenant, vous vous montrez très compréhensif, d'accord, mais pas trop non plus. Et je trouve que là, il pousse un peu le bouchon loin en vous disant ça et en disant ça suffit, tu arrêtes de me prendre pour une imbécile. Tu ne pourras pas, arrête de me parler d'amitié avec cette femme. Et lui dire à ce moment-là, il vous l'a dit d'ailleurs, à un moment, tu m'as pas mis de limite, tu m'as pas dit, bien, dire écoute là, si vous apprenez à nouveau qu'il y a un lien autre, cette fois-ci vous partirez pour de bon, parce que vous avez autre chose à vivre. Et là, je pense que lui a peut-être plus gros à perdre que vous ne le pensez. C'est là aussi, il faut que vous vous sentiez un peu forte, voyez, même si cette situation vous a fragilisé. Mais il n'est pas prêt à vous quitter. Simplement, il ne faut pas qu'il essaye, sous forme de persuasion, dire on pourrait rester amis, dire ça suffit. Et cette femme, vous ne voulez plus en entendre parler. Ou alors, si vous avez, parce que ça arrive souvent après comme ça une relation, lui ne doit plus vous en parler. La différence c'est que si vous avez besoin, parce que ça peut vous rassurer, parce que vous avez besoin d'y revenir, parce que de toute façon ça vous tourmente, de demander certaines choses, vous pouvez le faire. C'est important même que vous le fassiez plutôt que de garder ça pour vous et que vous ruminiez. Quand je lui pose des questions, il se fâche. Oui, mais c'est là où ça va pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut pas croire que tout se remet en place comme ça. Enfin, c'est pas lui, c'est dans un couple. Ça va prendre du temps. Et c'est pas parce qu'il vous écrit une belle lettre d'amour à nouveau et autres que il doit se fâcher si vous êtes en proie au doute et que vous posez des questions. Je suis désolée, mais c'est à lui là de faire des efforts dans le sens s'il veut aussi vous garder aujourd'hui. Mais en revanche, que lui revienne à la charge de son côté en vous demandant, je pourrais au fond rester amis, ça c'est niette quoi, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit il n'en est pas question. Oui. Parce que, et dites-le fermement, hein, il faut vraiment, j'ai un message de Frésia, vous affirmer, vous faire respecter, hein, vraiment. Voilà. Professionnellement, l'autre jour, il avait un métier, je peux pas dire maintenant. Il y a quelqu'un qui est venu lui demander des renseignements par rapport à une situation. Alors, cette dame, elle travaille, elle sait exactement. Oui, mais quel rapport avec lui là? Qu'est-ce que avec mon mari. Il est retraité, mais il y a toujours des gens qui viennent lui demander des renseignements par rapport à ce qui je voudrais pas. D'accord, très bien, oui, j'ai compris. Et alors? Où il avait travaillé. Voilà, lui demande toujours des renseignements, comment faire. Oui, j'ai compris ça, mais quel rapport avec cette femme-là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, pour faire avancer le dossier, il envoie un mail à son ami. Mais vous le savez, ça?
Et donc, oui, parce que j'avais entendu le... N'acceptez pas tout ça. Alors là, je me suis fâchée. Oui. Je me suis dit, écoute, la prochaine fois, je ne veux plus que tu trouves toutes les excuses pour lui. C'est ça, exactement. Pour lui écrire. Oui. J'ai dit, tu n'as qu'à donner son mail. Exactement. Son numéro de téléphone à cette personne-là qui te demande des renseignements, et elle n'a qu'à demander elle-même au lieu que toi tu fasses l'intermédiaire. Je dis là tu fais l'intermédiaire, ça c'est juste... Exactement, vous avez très bien fait de réagir de cette façon-là, c'est-à-dire comme vous dites, il peut trouver toutes les excuses pour essayer d'entrer en relation avec elle et dire que vous sentez bien qu'il est fragile sur ce plan-là et que vous n'avez pas envie que d'une façon ou d'une autre ça reparte. De toute façon, si ça repartait, il faut qu'ils comprennent que vous ne seriez plus là, vous n'accepteriez plus ce trio. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Que c'était pas un accord tacite comme il semble le laisser entendre, que aujourd'hui vous êtes très au clair par rapport à cette situation et qu'il serait amené à faire un choix. Il faut qu'ils comprennent un peu comme ça, parce que sinon, bon, il peut se dire, après tout, il a fonctionné comme ça. C'est un fonctionnement particulier qu'il a, votre mari. Donc, il a fonctionné comme ça, ça pourrait continuer. Si vous ne vous montrez pas, comme vous l'avez fait là, et davantage, vous savez... Bon, donc, et vous, peut-être de votre côté, continuez un peu ce soutien psychologique par rapport à tout ce que vous traversez, pour un peu pouvoir parler et pouvoir aussi continuer à vous affirmer comme vous le faites. D'accord ? J'avais une psychologue, je me suis rendu compte qu'elle m'aidait pas du tout. Pas du tout. Elle m'a même dit, votre mari, il aime deux femmes. Si ça se trouve, s'il était avec elle à l'hôtel, ça veut pas dire qu'ils avaient une relation sexuelle. Enfin bref, elle m'a jamais vraiment, il faut peut-être essayer. Vous m'avez aidé plus là ce soir que. Alors là, j'ai arrêté avec. Oui. C'est pas la même démarche non plus, voyez, on va plus vite comme ça. Mais en tout cas, vous avez bien fait d'arrêter si vous ne vous sentez pas à l'aise, enfin que ça ne vous apporte pas. J'ai trouvé que je tournais vraiment en rond avec cette dame. Alors là, j'ai commencé avec une psychiatre. Oui, vous avez bien fait de voir avec quelqu'un d'autre. Peut-être pour vous un peu, mais ça n'exclut pas par rapport à votre mari de garder une vigilance. Puis comme dit Frésia, dire bon, vous êtes à la retraite maintenant, c'est important. Elle dit que vous ayez des projets à nouveau ensemble, autres que des projets familiaux, même si c'est très important aussi, c'est des liens forts. La famille, peut-être des projets de voyage, dit-elle. Enfin, on a toujours beaucoup voyagé en plus. Bon, alors éloignez-le un peu. Voilà. Et retrouvez-vous. Voilà. Essayez de. Je sais que c'est compliqué, mais même si il faut pas qu'il croie que les choses vont se faire facilement comme ça de votre côté, vous pouvez lui dire et il faut pas vous en vouloir si à certains moments vous lui en voulez même et que vous êtes un peu agressive avec lui. C'est à lui de le supporter. C'est ce que je lui dis. J'ai dit mais toi tu supportes pas. J'ai dit t'as fait ta double vie pendant 23 ans et moi il faut que je ferme ce chapitre. Vous pouvez dire que le tiroir, ça coince encore. Il y a pas mal de choses qui coincent et qu'il n'est pas tout à fait refermé de votre côté. Oui, un peu, mais vous avez raison de temps en temps de le moucher un peu quand même. Je lui dis, moi c'est pas possible, je peux pas le refermer comme ça, le tiroir. Comme ça, pas aussi vite en tout cas, c'est normal d'ailleurs, c'est normal. Et déjà vous êtes très compréhensive, il faut qu'ils s'en rendent compte quand même. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite de l'histoire, Martine, vraiment, et prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Au revoir. Je vous remercie, merci beaucoup. Au revoir Martine. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. C'était Loïc Noté à l'instant sur Europe 1, Mylon Eyes. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous voulez me parler d'une relation un peu compliquée avec votre ex-compagne, avec qui vous avez une petite fille, je crois. Oui. Là d'ailleurs, déjà merci de me recevoir sur votre antenne. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Merci. Et là j'ai un sentiment de honte, parce que là j'ai vraiment honte depuis samedi, depuis dimanche, Et pour quelle raison, vous savez? Parce que
que je me suis trouvé dans une situation où j'ai mal réagi. J'en suis vraiment conscient. Ça peut arriver, hein. Après maintes réflexions. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Il s'est trouvé que j'ai giflé mon ex. Oui. Et en plus, c'était devant ma fille et j'ai pas su me retenir et ça me met mal à l'aise. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui. D'autant plus, outre la gifle, d'autant plus que c'était en présence de votre fille qui a quel âge? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans, d'accord. Ouais. Elle vous en a reparlé après, votre petite fille, ou c'était le moment où vous la rameniez à sa mère? Comment ça s'est passé? Non, c'est parce que là, d'ailleurs, je l'ai eu dimanche. Donc, j'ai essayé de la sonder pour voir si elle avait gardé quelque chose. Mais non, Vous avez essayé d'en parler un peu avec elle, de remettre ça? Oui. De dire, en évoquant clairement le sujet avec elle, en disant... Non, indirectement. Oui, elle n'en a pas reparlé. Non, elle était... voilà. Et puis, voilà, j'en ai profité aussi pour... voilà, quand on est sorti, tout ça, mais elle m'en a pas parlé, donc voilà. Mais là, c'est autre chose, quoi. Là, je suis vraiment mal à l'aise. Ça se passe mal avec donc sa mère à chaque fois que vous avez la garde de votre fille un week-end sur deux. Voilà. Un week-end sur deux, d'accord. Donc oui. Là, c'était vous veniez la chercher quand ça s'est passé, cette altercation. Non, en fait, j'avais la garde le week-end passé. Oui. Et ouais, donc. Et comment sa mère est arrivée alors dans l'histoire? Elle est arrivée dans l'histoire vu que je suis parti pour la chercher, tout ça, parce qu'elle devait aller faire un bisou à sa maman avant qu'on puisse sortir, parce que on avait prévu de sortir, de se balader. Tous les deux. Demandé Tous les deux, hein, avec votre fille. Non. Oui, avec ma fille. Et puis là, elle a voulu faire un bisou à sa maman, donc je l'ai ramenée à faire un bisou à sa maman. Et une fois là-bas, il y a sa maman qui m'a dit qu'elle voulait sortir parce qu'elle voulait faire un vide-grenier. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et là, en partant, il y a son ami, son nouveau ami qui est venu. Oui. Et puis, ils se sont disputés, tout ça, hein, parce que son ami aussi voulait que je les dépose ensemble, faire le vide-grenier. Donc, j'ai dit, ok. Mais après, quand on les a devancés, je les ai entendus se disputer, des trucs comme ça. Et ensuite, elle est sortie toute seule. Et là-dessus, je lui ai demandé à savoir, et son ami, est-ce qu'il venait avec nous ou pas? Oui. Et puis là, elle a pris l'histoire et elle me l'a jeté en plein figure, quoi. Et là, elle a commencé à me crier dessus, des trucs comme ça. Et puis là, ça m'a vexé. Et là, je lui ai dit, si c'est comme ça, moi, je ne te ramène plus. Et puis, voilà, moi, je vais aller me promener avec ma fille. Et puis, on était devant chez moi. Et puis, moi, je suis parti. J'ai fait 100 mètres. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même aller la chercher et la ramener. Et l'amener faire au vide-grenier. Et puis... c'était sympathique de votre part, quand même, de dire, de revenir. Donc, vous revenez sur vos pas, vous lui proposez de l'accompagner à ce vide-grenier. Oui, et là, quand je viens devant chez moi, je la trouve en train de vouloir percer les roues de la voiture ou des trucs comme ça. Les roues de votre voiture? Oui. Donc là, et puis là, c'était une voiture de près, donc je lui ai posé la question à savoir pourquoi elle fait ça, des trucs comme ça. Et là, elle a commencé à m'insulter, à me crier dessus, des trucs comme ça. Je lui ai dit, mais si c'était ma voiture, il n'y a pas de problème, parce que ça ne sera pas la première fois. Même, vous êtes bien brave, parce que même si c'était votre voiture, elle n'a pas à crever vos pneus. Non, mais
Non, mais vous êtes brave de répondre comme ça, je trouve, en disant si c'est ma voiture, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Non, c'est pas. Ouais. Non, parce que à la première fois, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des disputes ou des trucs comme ça, elle s'en prenait soit à ma voiture ou. Ah bon, d'accord, c'est pas la première fois. Ouais, au volet. Dites-moi, ça vous fait un budget si à chaque fois qu'elle se dispute, elle vous crevez les pneus. Je vous taquine, mais enfin, c'est. Elle s'en prenait à votre voiture ou à quoi d'autre? À chez moi, la dernière fois, elle est venue, elle a retourné carrément à la maison. J'ai appelé la police, ils sont venus, tout ça. Et la petite, elle était où dans ces cas-là? Elle était devant, elle voyait tout. Et puis, oui, c'est très angoissant. Et elle ne se rend pas compte que pour sa fille, parce que vous dites qu'aujourd'hui, ça vous perturbe beaucoup déjà, cette gifle, et puis le fait que votre petite fille ait été témoin de ça. Mais elle se met souvent comme ça, hors d'elle-même, enfin en crise. Parce que c'est pas rien d'aller vouloir crever les pneus d'une voiture, et puis de venir chez vous tout renverser. Malheureusement, elle a l'habitude, parce que... Elle a l'habitude, parce que il y a même un jour, c'est notre fille qui s'est mise devant elle en lui disant mais tu arrête avec mon père, arrête les trucs comme ça. Donc voilà, elle a, c'est pour cette raison que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés. Oui, il y a ça, oui. Et puis il y a le fait, c'est ça. Et puis, à vous dire, vrai, c'est parce qu'elle était enceinte de jumelles et puis elles sont décédées au bout de 6 mois elle était enceinte. In utero, oui, c'est terrible. Voilà, donc. Et pourquoi vous dites à ce moment-là, votre couple n'a pas résisté non plus, survécu à ce... Non. Parce qu'elle était très mal, certainement, après. Ouais, et puis elle était très mal, et puis il y a le fait que, je la comprends, mais derrière aussi, elle m'accusait d'avoir fait... comment dire, parce que là, au fait, après, quand on a été chez les médecins, tout ça, aux urgences, tout ça, ils ont voulu faire des autopsies pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ça va. Parce qu'il y a l'une qui est partie 1 semaine avant l'autre, et puis il y a l'autre aussi qui n'a pas suivi. Et j'avais refusé qu'ils fassent les autopsies, les trucs comme ça. Et puis, donc on n'a jamais su. Et elle m'a accusé que c'était moi, que c'était moi la cause principale. Et puis. La cause principale de quoi? Du fait qu'on avait perdu nos filles. Mais pourquoi elle vous accuse de quoi? Alors? Elle me dit que c'est peut-être à cause des tensions qu'elle avait, des trucs comme ça, donc c'est peut-être ça qui les a amenés. Oui, elle s'en veut beaucoup en fait. C'est tellement insupportable pour elle d'imaginer qu'elle peut être à l'origine de la mort de ses bébés, qu'elle reporte ça sur vous. Ce qui a dû être terrible. Enfin, vous avez traversé quelque chose de très douloureux. D'où la raison, d'ailleurs, pour laquelle les médecins, quand ils ne trouvent pas de cause comme ça, qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, que l'échographie ne montre pas une raison, même si c'est très douloureux, ils proposent ça quasi systématiquement à tous les parents pour comprendre quelle est l'origine du décès. Ce qui paraît déjà quand on est aussi éprouvé, je comprends votre réaction de dire non. Beaucoup de parents réagiraient comme vous en disant ça va, on est déjà suffisamment traumatisés, on n'a plus envie, on les laisse tranquilles. Mais ça permet pour les grossesses futures de comprendre ce qui a pu arriver si on a une cause et de pouvoir faire de la prévention dans ces cas-là. Et puis aussi pour éviter, vous voyez, ces sentiments parfois de culpabilité qui, malheureusement, sont inévitables. Vous avez vécu des choses très difficiles avec elle. Est-ce ces crises de violence sont accentuées après?
Bon, vous allez me dire ça. Vous allez me dire ça après le. On va continuer à se parler, hein, Moussa, mais ce sera après le journal de minuit, d'accord? Donc ne raccrochez pas et je vous retrouve dans quelques minutes. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. À vous sur Europe 1 et la ligne est ouverte au 39 21 et sans plus attendre, on va retrouver Moussa. Vous êtes là, Moussa? Oui. Moussa, merci d'avoir patienté. Hein, ça a été un journal un peu plus long que prévu. Voilà, j'en suis désolée. C'était en raison des élections législatives, évidemment. Donc merci d'avoir patienté. Alors Moussa, pour ceux qui nous rejoindraient, vous dites vous vous sentez mal, vous avez un sentiment de honte depuis samedi dernier parce que vous êtes trouvé dans une situation où vous avez mis une gifle à votre ex-compagne au moment où finalement vous aviez la garde de votre petite fille ce week-end-là, et puis bon, ça s'est un peu envenimé entre vous. Elle voulait vous crever les pneus de votre voiture quand même au passage, et en parlant avec vous, vous avez vécu, votre couple a traversé vraiment une épreuve très douloureuse puisque elle était enceinte de jumelles et à 6 mois, elle les a perdues. Et à ce moment-là, elle vous, enfin, comme vous n'avez pas accepté l'autopsie demandée par les proposée, en tout cas par les médecins, elle vous a rendu, elle cherchait, il fallait trouver un coupable et finalement c'est un peu tombé sur vous. Et elle vous a rendu responsable, bon, de ce drame. Alors on comprend que cette accumulation, il y a eu beaucoup de choses, des choses douloureuses qui se sont accumulées, qui expliqueraient aussi les accès de violence qu'elle a, parce que vous culpabilisez beaucoup par rapport à cette gifle que vous lui avez donnée, notamment parce que votre petite fille était présente, mais vous ne parlez pas, enfin si vous en parlez de votre ex-compagne qui elle-même se met dans des colères terribles. Elle avait déjà tout retourné chez vous. Là, elle voulait vous crever vos pneus. Et est-ce qu'elle, avant cette fausse couche à 6 mois, est-ce qu'elle avait comme ça un tempérament ombrageux? Est-ce qu'elle se mettait dans des crises comme ça, ou est-ce que elle a commencé à aller de plus en plus mal? Là, je dirais que c'était pas aussi fréquent parce que. Comme dans tous les couples, il y a souvent des disputes. Et puis, moi, je suis d'origine africaine, donc chez nous, c'est souvent quand il y a des problèmes dans un couple, on cherche à avoir la famille, c'est-à-dire les parents et voilà. Oui. Vous cherchez un soutien auprès de la famille, auprès des parents et des beaux-parents. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes, on en parle aux parents de la femme ou ainsi de suite, vice-versa. Et puis là-dessus, on trouve automatiquement des solutions. Mais par rapport à ma femme, parce que, elle est française, souvent on avait des problèmes ou des trucs comme ça. Et si je m'approchais plus de la belle famille, c'était plus nous, vos histoires, on s'en mêle pas parce que vous savez, elle a de ces tempéraments. Voilà, donc. Oui, c'est-à-dire que ici on règle les problèmes différemment. On considère même que ça peut être un peu compliqué de se mêler des affaires du couple. Donc, vous vous êtes trouvé démunis. Vous auriez aimé. Vos propres parents ne sont pas en France? Non, je suis tout seul, j'ai né que ma fille, quoi. D'accord. J'ai que ma fille ici, Et vous êtes originaire de quel pays? Je suis du Sénégal. Du Sénégal, d'accord. Oui. C'est un beau pays. Mais donc là vous vous sentiez démuni par rapport à finalement la réaction de votre belle famille qui vous a laissé un peu en plan. Vous ne saviez pas vers qui vous tourner pour essayer de solutionner un peu vos difficultés. Oui, parce que souvent, quand j'en parlais à... Dites-moi, Moussa, vous avez votre radio d'allumé? Non. Non, parce qu'il y a un écho qui revient. Vous avez un haut-parleur, peut-être? Non. Non plus? Pourtant, non, un kit main libre, quelque chose comme ça? Parce qu'il y a beaucoup d'écho. Je suis dans la chambre, donc c'est peut-être que...
Là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Là, j'ai l'impression. Là où vous êtes, ça passe un peu mieux. Merci. Mais bon, vous vous êtes séparés combien de temps après que vous ayez perdu ces bébés-là? On s'est séparés 1 an après. 1 an après, oui. Oui. Et vous êtes finalement, vous n'avez vu personne, on ne vous a pas conseillé à ce moment-là, même à la maternité, de voir parce qu'ici, plutôt que de se tourner vers la famille, qui peut être un soutien, hein, bien sûr, un soutien important dans ces épreuves, mais on ne va pas demander conseil auprès de la famille, parce que parfois, ici, ça peut même envenimer les choses. Alors au Sénégal, vous dites que je me suis rendu compte. Oui, ça peut un peu envenimer. Alors au Sénégal, vous dites qu'il y a ce côté où les parents essayent de trouver. Ils peuvent intervenir à tout moment. Ils peuvent intervenir, d'accord. Oui, parce que on trouve ça normal que la famille, que les parents ils puissent donner leur avis. Parce qu'ils nous connaissent plus, quoi. Ils nous connaissent et puis ils savent. Et on ne vous a pas proposé ici de voir un psychologue, un thérapeute de couple ici? Non. C'est bien dommage parce que ça fait longtemps que j'ai commencé à écouter votre émission. Oui. Et là-dessus, je me suis rendu compte que on aurait pu éviter tout ça en allant voir soit des thérapies de couple ou des trucs comme ça. Vous n'auriez pas pu éviter le drame que vous avez vécu, mais en tout cas peut-être que la colère comme ça, parce que votre ex-compagne a une colère en elle terrible. Oui, mais elle va pas bien, et vous aussi. Oui, mais il y a quelque chose au fait, parce que moi personnellement, je dis qu'on aurait pu éviter ça. Ouais, on aurait pu éviter. Il faudrait voir maintenant ce que vous pouvez faire aussi. Non, là. Parce que quand je dis on aurait pu éviter la perte de nos enfants, parce que... Pourquoi vous pensez pour avoir évité ça? Moussa? On l'a perdu, mais la liaison était mauvaise. Moussa, êtes-vous là? Oh là là, on a perdu Moussa. Bon, on va mettre un peu de musique et on va essayer de retrouver Moussa. Frank Sinatra à l'instant. Moussa, vous êtes avec nous? C'est compliqué, hein, on a une conversation avec un son qui est pas très bon et très haché en plus. Bon, j'en suis désolée. Alors, je vais essayer d'aller un peu, de faire vite du coup. Je voulais juste savoir, qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi auriez pu éviter le décès de ces petites jumelles? Oui, parce que quand on a découvert qu'elle était enceinte, parce qu'on l'a découvert après 4 mois. Et là-dessus, quand on a découvert... Oui, c'est tard, parce que des jumeaux, pourtant ça se manifeste, enfin la grossesse... Oui, mais là, c'était pas prévu, quoi. Oui, j'ai bien compris. Oui, et puis là, j'avais beau à chaque fois lui dire, il faut que tu ailles voir... ton gynéco, des trucs comme ça, mais à chaque fois elle freinait, à chaque fois. Donc, elle ne l'avait pas vu avant elle n'avait pas eu de visite avant le 6e mois. Elle n'avait vu personne. Non. Ah d'accord. Non. Donc il n'y avait pas de suivi. Oui, mais ça, qu'est-ce que vous pouviez faire si malheureusement. Voilà. Oui, donc on voit bien que c'était une grossesse en fait qui est arrivée à un moment où vous ne souhaitiez pas. Ni l'un ni l'autre, et parce qu'elle aurait pu, à partir du moment où, déjà elle devait avoir une absence de règles, je ne le dirais pas comme ça, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quoi. On ne l'avait pas prévu. Non, mais j'ai bien compris. Mais à partir du moment où, déjà, ce qui fait qu'elle vous en a parlé tard, et que quand elle en a parlé, après, elle ne s'est pas fait suivre. Donc, je comprends que tout ça soit très difficile, parce que peut-être, effectivement, que dans les échographies, on aurait pu déceler quelque chose, ou peut-être pas, parce que vous savez, parfois, il y a aussi, malheureusement, encore des décès in utero, et on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Il peut y avoir de multiples causes et des choses qui peuvent survenir brutalement. Mais évidemment, dans ce contexte-là, il y a un sentiment de culpabilité très marqué, où vous vous en voulez
Et l'un et l'autre, certainement elle aussi beaucoup, énormément. parce que c'était quand même elle qui était enceinte, qui pouvait en ressentir les premiers signes, d'autant plus qu'elle avait déjà eu un enfant. Parce que là, maintenant, elle a dit quelque chose qui m'a trop touché. Elle m'a dit, tu vois, là je suis en train de mettre au monde des enfants par voie naturelle, et pourtant pour notre pauvre fille, c'était par, comment on appelle césarienne. Oui. Donc, mais là, attendez, parce qu'elle a eu d'autres enfants depuis, votre compagne? Non, on a une fille et on aurait pu avoir 3 enfants, c'est-à-dire... Mais pourquoi elle parlait de voie naturelle, là? Je comprends pas. Oui, parce que ils ont déclenché... mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est terrible. Oui, mais c'est-à-dire, voilà... Oui, d'accord, mais certainement, on peut penser que on peut toujours, avec des si, refaire... Mais on voit à quel point cette histoire, ce drame que vous avez traversé, pèse terriblement. Et vous êtes pétri, vous êtes de culpabilité, parce que tout ça est resté aussi assez inexpliqué, parce que vous vous en voulez, mais vous déjà, il y avait quelque chose qu'elle peut-être refusait inconsciemment dans cette grossesse, qui ne veut pas dire qu'après ça, elle aurait pu accepter les enfants, mais à ce moment-là, elle ne s'est pas fait suivre, il est arrivé ce drame, elle culpabilise beaucoup, et finalement, elle le reporte aussi sur vous. Ça pèse dans votre relation. Vous savez, il se passe des drôles de choses avec votre téléphone. Je pense qu'il serait... Moi, je vous conseillerais aujourd'hui de lui proposer, en tout cas, peut-être une médiation familiale pour essayer à travers... puisque vous allez devoir rester en contact, puisque vous avez cette petite fille en commun. Oui. D'essayer un peu d'apaiser votre lien, votre histoire, de façon à pouvoir être des parents protégeant cet enfant et s'occupant d'elle. Mais là, il y a trop de choses qui pèsent, il y a un passif trop lourd, et c'est vrai qu'il est important que votre petite fille ne soit pas au cœur de tout ça. Et dans ce contexte, la gifle, finalement, voyez, c'est la honte, elle vient de bien plus loin. La gifle, vous savez, ça peut partir vite dans une situation comme ça, où la tension était montée, où il y avait des insultes, où elle essayait de vous crever les pneus. C'est le contexte qui est très douloureux. Et moi, tournez-vous vers une association de médiation familiale. C'est-à-dire que là où, si vous aviez été au Sénégal, vous auriez pu vous tourner vers vos parents, essayer... Bon, d'abord, votre compagne est d'une autre culture. Elle est donc... Autant avoir recours à des médiateurs qui vont déjà faire en sorte que vous puissiez vous écouter, vous entendre et trouver au moins un terrain d'entente par rapport à votre petite fille. C'est ça qui est important. D'essayer de vous apaiser, de dépasser un peu vos colères, de pouvoir reparler, évidemment, de cette histoire qui vous angoisse encore terriblement. Elle m'a envoyé un message en me disant que elle me comprenait, elle a compris le fait que je l'ai giflé parce que elle ressent la même chose que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire pendant une période, elle avait un excès de colère qui la faisait réagir du fait qu'elle venait me taper, et puis moi même quand j'en parlais, ou si j'avais des invités chez moi, elle venait, elle rentrait, elle ne disait bonjour à personne. Oui, elle était très mal. Donc même mes amis me disaient, mais toi, comment ça se fait que tu acceptes ça? Mais moi, je la comprends. Mais c'est important, Moussa, parce que vous voyez, finalement, elle ne vous en veut pas par rapport à ça, puisque elle-même a eu des accès de colère. Donc, c'est déjà le début d'une amorce de dialogue entre vous, d'arriver à dire je te comprends. Souvent, le dialogue est impossible parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On est soi-même pris par ses rancœurs, son ressentiment, et on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. Donc déjà, le fait que sans aide extérieure, vous ayez réussi à faire ce cheminement, ce pas l'un vers l'autre, c'est très bon signe. Vous pourriez peut-être un peu pousser plus loin en disant, pour notre fille, ça serait peut-être bien qu'on puisse avoir un lien plus apaisé,
dépasser nos colères, en parler, pour garder de l'estime l'un pour l'autre et pouvoir continuer votre vie, même séparément. Mais en tout cas, pouvoir ne plus être pris comme ça dans des conflits qui vous dépassent au fond, quand vous êtes l'un en face de l'autre. D'accord ? Oui. Proposez-lui, puisqu'il y a le fait qu'elle vous ait réécrit montre que bon, elle ne vous en veut pas et il faut que vous sortiez de cette honte et de cette culpabilité. C'est moi qui m'en veux. Oui, mais bon, trop. Parce que ma fille, voilà. Oui, mais c'est pas l'image que voilà quoi. Non mais Moussa, franchement, je comprends bien, mais si vous voulez, là c'est un geste. À un moment donné, ce qui est embêtant, votre petite fille, elle a été témoin d'autres scènes et de sa maman qui perd des pieds, qui s'enfonçait. Ça devait être assez angoissant pour elle de voir sa maman crier, proférer des insultes, tout casser chez vous. Donc elle a un peu, malheureusement, elle a été dans ce contexte-là, votre petite fille. Bon, donc c'est pas vous en voulez aujourd'hui de cette gifle là, mais si on replace dans tout un contexte, c'est un peu le contexte qui est dans lequel, au point qu'à un moment, elle s'est interposée entre sa maman et vous, en disant à sa maman de se calmer, ce qui n'est pas le rôle d'une enfant de 5 ans. Et pour protéger votre fille, justement, pour retrouver une relation plus apaisée avec sa maman, ça serait important que vous puissiez rencontrer des médiateurs familiaux qui, eux, travaillent toujours dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont essayer que vous entendiez, que vous puissiez vous parler pour retrouver finalement une relation plus sereine vis-à-vis de votre petite fille. Parce que c'est ce qu'ils ont en tête, toujours l'intérêt de l'enfant, et que des parents séparés, ou même parfois des couples qui sont en difficulté, puissent, mais c'est souvent lors de séparation, qui puissent laisser de côté ce qui relève de leur conflit conjugal, pour pouvoir être des parents responsables, voilà. Donc ce que vous êtes en vous souciant de votre fille, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous en vouloir outre mesure. Mais aujourd'hui, plutôt envisager des solutions et vous tourner vers une association de médiation familiale et le proposer à sa maman en disant « Écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que ça serait une bonne chose si on pouvait un peu se parler et essayer de mettre de côté notre différend et puis... on n'en a pas parlé sur le moment de ce qu'on a vécu, qui nous a bouleversé beaucoup. Peut-être faisons-le maintenant pour nous, pour retrouver un peu de calme et d'apaisement, et puis pour notre petite fille. Voilà. D'accord, je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie, Moussa, de votre confiance. Et renseignez-vous dans votre ville, enfin, vous regardez Association de médiation familiale, il y en a un petit peu partout en France. D'accord. Bon courage. Merci. Bon courage, Moussa. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Denis. Bonjour, plutôt bonsoir, oui. Oui, on ne sait plus trop, cette oui, heure-ci, on sait plus trop, 38. Moi, je vous appelle. Oui. On s'est déjà eu au téléphone il y a de ça 3 ans, 3-4 ans à peu près. D'accord, oui. Et à quel sujet ? C'était concernant un peu j'arrivais pas à rompre avec mes parents. D'accord. Parce que, je fais le même métier que mes parents, pas que mes parents, parce que mes parents sont en retraite, mais mon père était agriculteur, moi je suis agriculteur aussi. D'accord, oui. Et puis, mes parents déjà ne s'entendant pas déjà entre eux, alors moi je suis pris en étau dans tout ça. Ah oui. Et je suis toujours célibataire, alors je suppose que l'effet de mes parents a joué là-dessus. Oui, du fait que leur couple, vous les avez vus, un couple qui ne s'entend pas, ça... Ah oui, depuis des années, ça fait peut-être 30 ans comme ça. Oui, vous les avez toujours connus comme ça. Ils sont toujours en train de se disputer, mais peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Eh oui, malheureusement, il y a des couples qui fonctionnent. Oui, mais en même temps, c'est important que vous soyez conscient de ça. Parce que parfois, vous l'avez peut-être pas toujours été. Quand on est enfant, quand on est adolescent, ou même plus jeune, on se dit, on voudrait presque essayer de trouver une solution, arriver à un compromis. J'en suis devenu un peu conscient depuis le fin des années 90, début 2000. Oui, vous êtes rendu compte qu'au fond, c'était leur façon d'être ensemble, leur mode de fonctionnement, même si c'est pas agréable, mais qu'ils peuvent pas se quitter. Voilà, c'est ça. Alors, ma mère, elle est possessive, maniaque, autoritaire, et puis mon père, il est coléreux et puis bordélique. Alors, c'est explosif. Alors, des fois, moi, je suis pris
en étau dans tout ça, on me dit est-ce que ton père il t'a dit ça, ou t'en parleras pas à ton père, ou vice versa. Alors il y a des moments où on ne sait plus quoi faire, et puis si je suis célibataire, c'est sûrement en cause à ça. C'est-à-dire que vous voulez dire que vous avez une tellement mauvaise image du couple, enfin que ça vous donne pas tellement envie d'être en couple? Si, je voudrais bien, mais c'est que quand je fais des rencontres, moi j'en fais moins maintenant parce que je vieillis aussi, j'ai 47 ans, mais Ça va, vous pouvez toujours faire des rencontres à cet âge-là. Oui, je sais bien, mais... Oui, mais le temps qui passe vous angoisse, vous dites... Ah oui. Alors, vous vivez avec eux? Vous vivez au sein de... Non, je ne vis plus avec eux. Et justement, quand je vous avais appelé au coup précédent, c'est que je vivais plus avec eux, mais je mangeais encore chez eux. Et aujourd'hui, vous ne prenez plus vos repas ensemble, ou rarement en tout cas? Non, très rarement. Bon, donc déjà, vous avez beaucoup avancé. De ce côté-là. Oui. J'ai consulté... j'avais été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique à une époque, même plusieurs fois, et puis... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? C'était passé... ça tournait autour des parents, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Ah oui, vraiment à ce point-là. Ah oui, ça m'a rendu malade. Mais ça vous rendait malade, c'est-à-dire que vous étiez déprimé, vous aviez des idées suicidaires, qu'est-ce qui se passait? J'avais des hallucinations. Visuelles? Comment? Des hallucinations visuelles ou auditives? Surtout visuelles. Surtout visuelles. Auditives, quasiment pas. D'accord. Et puis, j'ai toujours un traitement. Oui. Et ce que je voulais dire, je ne sais plus. Vous me disiez donc que vous aviez été hospitalisé à plusieurs reprises, que ça vous avait fait du bien, qu'on vous avait donné un traitement, que vous continuiez à être suivi par un psychiatre? Oui. Psychiatre, oui, et puis par psychologue aussi. D'accord. Alors après, j'étais suivi par un CMP, et puis ça me convenait plus, du coup j'avais pris quelqu'un d'indépendant. Oui. Et puis ça s'est passé pendant pas mal d'années. J'étais obligé de changer parce que la psychologue est décédée suite à un cancer. Alors après, je voyais qu'avec l'avant-dernière que j'avais, ça plafonnait, je ne progressais plus. Du coup, j'ai décidé d'en voir une autre. Oui. Je l'ai vue depuis le mois de novembre 2016. On se voyait au rythme de... au début, c'était 2 fois par mois à peu près. Ouais, 2 à 3 fois, ouais. Oui. Et j'ai eu une petite période de rupture là au mois de mars-avril parce que je suis agriculteur, du coup j'avais des VLH. Ah oui. Alors j'avais repris et puis au bout de 3 séances, ça m'a brusqué un peu la fin mai, c'est qu'elle a voulu qu'on arrête. Ah bon? Pour quelle raison? Parce que soi-disant quand elle me posait des questions, j'ai... comment qu'elle m'a fait dire, je me renfermais sur moi-même quand je répondais à la question. C'est sûrement que je restais évasif ou pas précis ou je sais pas. Alors c'est pas une raison pour arrêter ça? Ou alors c'est pas une raison pour autant de non, parce qu'elle voyait que je progressais. Elle trouvait que vous elle voyait que ça avançait plus. Comme si vous n'étiez pas en confiance. Et est-ce que vous aviez ce sentiment-là? Est-ce que ces questions vous gênaient? De fait? C'est pas qu'elle me gênait, mais pour moi, elles étaient un peu inattendues. Je ne m'attendais pas à des questions comme ça. Ah oui, vous étiez un peu pris au dépourvu. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'était pas parce qu'elle pouvait penser que vous n'aviez plus très envie de poursuivre ce travail et que... je suppose qu'à un moment, elle m'a dit... Elle a pu penser ça. Mais... Non, elle m'a dit que... Elle me dit ça, c'était que je répondais comme ça, c'était peut-être suite que j'avais déjà beaucoup parlé avec les 2 psychologues précédentes et puis que je trouvais pas l'occasion de redire encore une fois ce que j'avais déjà dit avec ses collègues. Peut-être qu'elle sentait, elle avait le sentiment, peut-être à tort, que vous ne vous sentiez pas suffisamment à l'aise avec elle pour pouvoir vous ouvrir en toute liberté et qu'elle pensait à ce moment-là préférable pour vous, peut-être que vous continuiez avec quelqu'un d'autre. J'ai peut-être un regret aussi, c'est que quand je suis allé avec elle, quand j'allais avec les psychologues précédentes, quand je voulais qu'on parle de certains trucs, je le notais sur un papier parce que sinon on déviait et puis après on restait plus dans le sujet central. Alors ça, là avec la dernière...
Ça passait moins. Vous vous sentiez peut-être. Puis je le marquais pas sur un papier. Alors du coup, des fois, avec les précédentes, je marquais sur un papier. Ça vous rassurait de marquer un peu sur un papier ce que vous vouliez aborder avec elle. Oui, puis c'est que des fois, j'oubliais. Je me disais, faut qu'on parle de tel truc, et puis ça s'orientait sur autre chose, puis je parlais pas de l'essentiel. Alors, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir revenir, mais ce que vous avez, ça arrive, ça, vous savez, dans une séance, on veut parler de quelque chose qui est essentiel, et puis en fait, on parle de toute autre chose. Toute autre chose, parce qui avait qu'on quand même tourne sûrement un autour. lien avec souvent. mon problème, et puis que je ne faisais pas le lien, moi, de mon côté, quoi. Ben oui, c'est compliqué, le travail comme ça qu'on fait sur soi. On maîtrise pas tout. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous avez seulement un suivi médical avec votre psychiatre, mais vous n'avez plus de suivi psychologique. Pour l'instant, non. Depuis fin mai, c'est récent. Oui, c'est récent. Vous aimeriez reprendre ? Je me pose la question, j'en sais rien. Parce que quand je suis allé la voir, pour moi, je lui ai dit franchement, carte sur table. Oui. Que c'est peut-être ça qui l'a un peu découragé aussi à la fin, c'est que j'y allais un peu, je dirais pas en dernier recours, mais presque. À reculons. Non, pas reculons, mais c'était le dernier recours parce que je vois j'ai 47 ans, puis je voudrais bien rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, tout ça, et puis. D'accord. Oui, votre priorité aujourd'hui, elle est là, elle est de pouvoir. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour ça ? Parce que c'est pas évident. Dans votre métier, vous êtes très pris, vous n'avez pas forcément beaucoup de sorties. Comment vous faites pour essayer de rencontrer quelqu'un ? Non. Et pourquoi vous n'êtes pas inscrit vous n'avez pas songé à vous inscrire peut-être dans une agence matrimoniale ? Si, ça a été ma dernière solution que j'ai en ce moment. Ouais. Vous y songez à ça ? Mais je l'ai fait. Ah, d'accord. Je m'y suis inscrit au mois de janvier, fin janvier au début février. Oui, c'est bien. Et puis, on en a discuté avec la psychologue aussi. Et puis, on m'a proposé des personnes. Mais c'est que les personnes, elles me reprochent qu'on est loin l'un de l'autre. Oh oui, mais vraiment très loin ? Il y a 300 km. Ah oui, elles sont pas tort, c'est vrai que c'est pas pratique. Oui. Et puis vous pouvez pas déménager comme ça, et puis elles non plus peut-être. Ouais. Oui, mais alors ça c'est l'agence qui fait mal son boulot, L'agence matrimoniale, elle a qu'à vous proposer aussi des gens qui sont outre. Moi, j'ai payé une agence, c'est pour qu'on me propose. Parce que les personnes à laquelle on m'a donné les adresses, je les ai eues sur leur page de leur site. D'accord. Non, mais vous avez, vous, comme vous dites, vous payez, et c'est pas donné, et on doit vous présenter. J'ai envie de leur dire, ça revient presque à un site de rencontre à ce moment-là. Et alors, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ça peut être plus. Vous n'êtes pas livré à vous-même, quoi. Vous pouvez faire des points de temps en temps avec une conseillère. Vous pouvez dire ce qui. On a du mal à les avoir au téléphone, la conseillère, parce que pour m'inscrire, la personne est venue chez moi. D'accord, elle est venue vous voir un peu, voir quels étaient vos désirs, qu'est-ce que vous souhaiteriez. Et alors, et après, vous avez du mal à la voir au téléphone ? J'ai jamais pu la revoir au téléphone. Oui, c'est pas normal. Quelqu'un de son bureau. C'est pas normal, ça. Non. Ils font pas très bien leur boulot, je trouve. Si vous pouvez pas les avoir au téléphone, si on vous présente j'arrive à avoir quelqu'un au téléphone, mais c'est pas elle, c'est une secrétaire ou. Oui, vous n'arrivez pas à voir celle qui est venue vous voir. Et si en plus on vous propose des femmes qui sont à 300 km, c'est n'importe quoi. C'est ça, voilà. Il faut un peu dire. Vous avez payé à l'avance ? Oui. Et sans indiscrétion, vous avez payé combien ? Moi, j'ai payé 1100. 1100 donc ça a démarré en janvier pour un an. Pour un an, ouais. Et là, on vous a présenté combien de femmes ? 3. Ouais, c'est pas beaucoup, Et si les 3 étaient loin comme ça ? Ah oui, ouais. Ah bon. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, et profitez peut-être de l'antenne. Vous vous trouvez dans quelle région ? Oh là, je suis dans le centre de la Nièvre. Oui, je suis dans la Nièvre. Oui. Dans la Nièvre, d'accord. Pour vous situer, je suis entre Montargis et Nevers. D'accord. Voilà. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ait pour vous plaire, cette femme que vous recherchez ? Avant, j'avais
J'avais beaucoup de critères, mais maintenant j'en ai beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Non, vous réduisez, mon pauvre. Faut pas. Vous réduisez. Enfin, peut-être que vous aviez, oui, il y avait peut-être trop d'exigences. Aujourd'hui, vous révisez un peu à la baisse. Mais qu'est-ce que dans l'absolu, qu'est-ce que vous aimeriez déjà? Comment il faudrait qu'elles soient? Vous avez physiquement, vous aimez les femmes comment? Je voudrais pas qu'elles soient obèses, mais pas minces non plus. Qu'il y ait quand même des formes et puis des. Non, mais en gros, c'est ça, une moyenne. Une moyenne. Ni trop maigre, ni pas obèse non plus. Mais non, ce qui me gênerait un peu, c'est si elle avait les cheveux longs. Mais sinon, c'est tout. Hein. Puis si elle les avait, ça me dérangerait peut-être pas trop. Les cheveux longs, vous n'aimez pas trop? Non. Vous préférez les cheveux courts? Ouais. Ah bon, c'est rare ça. Ouais. Oui. En général, beaucoup d'hommes aiment les cheveux longs. Vous aimez bien les cheveux courts? Si je tombe amoureux de quelqu'un, elle aurait peut-être les cheveux longs. Hein. Bien sûr, ça peut arriver. Et puis elle peut se les faire couper par amour. Hein. Aussi, oui. Ça peut aussi arriver. Ouais. Blonde, brune. Non, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais quand je suis allé en Angleterre, il y a longtemps, j'avais 15 ans. Oui. Et puis, je sais pas, j'avais une idée à ce moment-là qui me passait par la tête. Je dirais, je tomberai jamais amoureux d'une rousse. Et puis, quand on est en Angleterre avec l'école, j'étais tombé amoureux d'une rousse. Ah, vous voyez. Ah bon, une jolie anglaise rousse. Ouais. Elle était écossaise, c'était mon écossaise. En Écosse. Et alors, vous avez flirté avec elle? Oui. Ah oui. Oui. Ah, je sens un peu de nostalgie là dans votre voix. Ça a été mon tout premier coup de foudre et ça m'en souviendrait toujours. Oui. Le jour qu'on devait repartir, c'est-à-dire pour revenir en France, j'en avais les larmes aux yeux. Parce que je devais sûrement me dire inconsciemment que j'allais rentrer dans le système de mes parents, de la famille, ça vous coucouner. Oui. Vous êtes fils unique? Non, j'ai 2 sœurs. Mais vous êtes le seul à avoir repris l'exploitation familiale. Oui. Et vous avez donc, vous faites des vélages, donc vous faites de la vache allaitante, une race à viande. D'accord. Ouais. Et vos 2 sœurs, elles ne travaillent pas dans l'exploitation. Non, pas du tout. D'accord. Oui, donc et vous vous sentez un peu, par moments, un peu prisonnier, quoi, de tout ça. Oui. C'est compliqué Déjà, je trouve que vous avez bien réussi en ayant votre lieu à vous, ça compte quand même. Oui, mais j'arrive à faire la différence entre le travail et quand je suis dans ma maison. Quand je suis dans ma maison, faut pas croire qu'au mur il y a des posters avec des vaches et des trucs comme ça. Non, moi chez moi il y a rien de. Vous les voyez toute la journée les vaches. Vous n'avez pas en plus en mettre des posters dans votre salon et dans votre chambre quand même. Ouais. Comment? Vous les voyez toute la journée ou en partie, vous n'allez pas en mettre en poster? Non, j'en ai pas du tout. Hein, vous n'êtes pas comme cet agriculteur de l'amour et dans le pré qui en collectionnait... non, pas du tout. Non. Parce que j'ai beaucoup d'auditeurs et vous vous en doutez, et on a dû vous le dire plus d'une fois. Oui. Y a Eliane, il y a Marie, il y a Bob, il y a Sergio qui disent avez-vous songé à vous inscrire? L'amour est dans le pré. J'ai songé, j'ai même plus que songé. J'ai voulu m'y inscrire il y a 2 ans, oui. Oui. Et on m'a refusé. Ah bon? Et oui. Alors il y a tellement de demandes, il faut dire. Peut-être qu'il fallait il faut renouveler. Et on explique dans ces cas-là les refus ou non? Vous recevez une lettre polie? Non, on me l'a jamais donné. On me l'a donné. On m'a envoyé un courrier au premier coup pour me dire qu'ils avaient gardé ma lettre sous le coude. Voilà. Et puis quand ils m'ont appelé au téléphone, on a discuté pendant peut-être 1 heure ou 2 avec une personne de l'amour est dans le pré. Oui. Et puis, je sais pas, c'est peut-être 3 semaines, 1 mois après, on m'a recontacté pour me dire que j'étais pas pris. Mais on n'a pas voulu me dire la raison. Oui, vous deviez être déçu. Mais bon, après tout, ça me dérange pas trop. Je regrette pas parce que de passer à la télé, après tout le monde vous connaît dans la rue, tout ça. Alors vous voulez votre tranquillité. Ah oui. Oui, donc vous n'avez, parce que après tout, il est possible de se réinscrire. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais je n'ai pas préféré essayer. Non, du coup, vous êtes passé par d'autres voies. Par contre, j'entretiens une amitié qui a été amoureuse au début, il y a une dizaine d'années, avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi. Oui. On avait rompu pendant un moment. Et puis on s'est retrouvés dans un magasin et puis il est un peu convenu qu'on se revoie. Je sais pas s'il se passera quelque chose, j'en sais rien. Et là, avec cette personne-là, elle m'a ouvert un petit peu les yeux là-dessus, sur tout ce qui est ses sentiments, tout ça, Vous pensez, elle est amoureuse de vous, cette dame? Non, je pense plus maintenant. Au début, oui, mais plus maintenant. Et puis moi, pas plus. Mais j'arrive mieux
j'ai toujours eu plus d'attirance pour les personnes plus âgées que moi. Oui, d'accord. Ouais. Elle a quel âge, elle? Vous rajoutez 25 ans par rapport à mon âge. Oui. Ça fait du 75, 73, 74, 75, je ne sais plus exactement, mais oui. D'accord. Mais elle vous a ouvert les yeux, vous dites, sur vos sentiments, etc. Je pense que elle m'a apporté, c'est un peu bizarre de dire ça, elle m'a apporté une éducation que mes parents ne m'ont pas donnée verbalement ou sentimentalement ou affectivement. Vous vous sentez libre avec elle, en tout cas. Vous vous sentez libre de parler. Libre, oui. Je l'ai encore eu au téléphone il y a une dizaine de jours, oui. Oui, que j'aurais jamais, avec ce que j'ai parlé avec elle, j'aurais jamais parlé sexualité avec mes parents, jamais. Oui. Ah non, c'est oui, tabou, ça c'est compliqué. Oui, mais ça, vous savez, Denis, c'est pas lié à la personnalité de vos parents. On n'est pas très à l'aise. Parce que mes parents sont oui, non, mais je vous assure, on n'aime pas parler de sexualité avec ses parents en général. Hein. On n'est pas à l'aise. Oui, mais même sentiments copain-copine, j'en parle jamais. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas parler. Il ne vous pose pas de questions. Il pourrait se demander, dire après tout, Denis, ça te peste, ton célibat, t'aimerais pas rencontrer. Vous n'en parlez pas de ça? Non, jamais, même pas avec mes sœurs, rien du tout, non, on n'a jamais. Vos sœurs, elles sont mariées de leur côté? Et non, elles sont pas mariées, mais elles vivent avec quelqu'un. Elles vivent avec quelqu'un, d'accord. Ouais. Et on est dans ma famille, on est les seuls où il n'y a pas de mariage. Tous les cousins sont mariés, cousins-cousines, mais dans ma famille, mes deux sœurs sont pas mariées, elles ont des enfants, mais c'est peut-être vous qui allez vous marier dans quelque temps, quand vous aurez rencontré la femme de votre vie. Ça vous aimeriez, vous marier? Je suis pas trop tenté, non. Non. Ouais. Il y a un peu le couple de vos parents en arrière-plan quand même qui a pesé. Mais cette dame-là dont vous me parlez, même si elle est plus âgée que vous, elle vous fait beaucoup de bien. Elle a un côté très rassurant, vous vous sentez libre avec elle, vous avez une relation amicale, et c'est important parce qu'elle peut être très... Enfin, c'est important d'avoir cette intimité-là, ça arrive pas tous les jours de se sentir en confiance comme ça dans une relation, et ça peut vous aider même à vous sentir un peu plus à l'aise dans les relations avec des femmes, parce que depuis cette petite écossaise, la jolie rousse là, vous avez eu d'autres histoires? Oui, mais que suite à des annonces. Oui, peu importe, c'est pas grave. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent par Internet. Le système comme ça, même un peu l'agence matrimoniale, ça fait un peu pas orchestré, mais c'est un peu, ça me dérange un peu. C'est pour moi, je dirais que pour moi, c'est pas naturel alors qu'à une époque, quand j'avais 20-25 ans, je me faisais draguer. Ah oui, mais mon cher Denis, quand on avance en âge, quoi que les hommes, vous avez de la chance en avançant en âge, souvent vous conservez tout votre charme. Oui. Je n'arrivais pas à aller plus loin, à exprimer mes vous regrettez si vous aviez su. Vous étiez timide. Pareil, C'est encore pareil, je me ferais draguer aujourd'hui, je serais incapable d'aller plus loin. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûre qu'il y a peut-être des femmes qui vous trouvent séduisant, si elles n'osent pas vous aborder, peut-être qu'elles-mêmes, voyez, passé un certain âge, elles osent moins le faire. Il y en a qui m'ont abordé une époque, on a discuté, qu'on sortait, mais j'étais bloqué, je pouvais pas aller plus loin, expliquer mes sentiments et autres. Ah oui, c'est un blocage là, et voilà. Mais donc c'est pour ça aussi que vous êtes plus rassuré par des femmes un peu plus âgées, parce que vous attendez d'elles aussi qu'elles prennent un peu l'initiative, peut-être. Oui, peut-être, oui. Ou en tout cas, vous pouvez parler. Ah oui, avec cette personne-là, oui. Donc c'est important de cultiver ce lien. Et vous allez parfois il y a des soirées un peu là où vous habitez, des fêtes. L'été un peu, ça bouge un petit peu plus. Par contre, je me suis inscrit il y a longtemps et puis un petit peu, je n'ai pas fait de sortie parce que j'ai pas trop le temps. Moi, je peux me libérer que soit les samedis ou les dimanches, samedi après-midi ou le soir. Sur le site qui s'appelle OVS, où on va sortir. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Et alors, là, vous avez rencontré des gens sympathiques? Oui. C'est bien. Oui, mais vous savez, il faut vous donner un peu de temps parce qu'il y a, on tombe pas sur quelqu'un comme ça. Oui, mais ça me dérangerait maintenant d'inviter quelqu'un à manger quelque part ou autre. Et pourquoi? Ça me fait peur. C'est dommage parce que j'ai peur que ça me refasse pareil de ne pas pouvoir exprimer mes sentiments. Du coup, je préfère fuir.
Voilà. Oh là là, quel dommage. Ouais. Ah bah oui. Il faudrait que vous me rappeliez une prochaine nuit pour qu'on en parle de ça, finalement, de cette peur. Bien, parce que il y a peut-être, d'ailleurs, y compris dans ce site, la OVS, des femmes que vous avez croisées qui attendaient que vous les invitiez. Peut-être, oui, sans doute. Vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs, lors d'un premier dîner ou déjeuner, d'emblée de parler de vos sentiments. Il faut déjà un peu parler de votre vie, comme vous le faites. Vous êtes à l'aise, là. Et c'est pas facile de parler de soi à la radio. Et vous y arrivez très bien. Bon, en tout cas, Denis, si on a des appels pour vous, vous êtes agriculteur, vous avez 47 ans, vous êtes dans la Nièvre, et vous aimez bien les femmes aux cheveux courts, 3921, les mails europe1.fr. Et à une prochaine nuit, je vous dis bonne chance, Denis. Merci, je vous embrasse. Au revoir, bonne nuit, au revoir.